Alors, bonsoir à toutes. J'espère que, j'espère que tout le monde va bien. Merci Elodie de m'avoir invitée. Je suis très honorée d'être avec vous ce soir. Alors, effectivement, le sujet de ce soir, c'est un sujet, je dirais, sensible, mais très important, je dirais même primordial, étant donné que, effectivement, il y a malheureusement, il y a d'abord beaucoup de mariages, mais il y a aussi beaucoup de divorces. Et on ne sait pas toujours comment gérer, on ne sait pas toujours comment se passe la suite. On l'apprend sur le terrain et c'est loin d'être facile. Et on n'est pas, il n'y a pas de guide. Enfin, je trouve, on trouve qu'au niveau c'est pas, il n'y a pas cette communication sur toutes les personnes qui vont passer un divorce. Et pourtant, c'est loin, loin d'être simple. C'est une étape compliquée de la vie, mais qui peut en faire partie. Et on n'est pas forcément préparé à ça. En réalité, même si on se prépare, on va dire, on n'est pas préparé parce qu'évidemment, quand on se marie, la première chose qu'on attend, évidemment, c'est que ça marche. On attend que ça soit pour l'éternité. Et c'est bien ça le plus difficile dans un divorce. C'est que on ne s'y attendait pas du tout en général. Et au fur et à mesure, selon évidemment chacun dans son histoire, va vivre des étapes pendant son mariage qui va faire réaliser aux deux membres du couple qu'on va vers la séparation. Et ça, ce sont des étapes qui sont déjà très difficiles en soi. C'est-à-dire qu'au départ, on est marié et en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure de notre vie de femme ou d'homme marié que plus rien ne va, que on ne se retrouve pas dans ce mariage. Parce que forcément, si on arrive à l'étape de la séparation, c'est qu'évidemment, on n'a pas trouvé notre compte dans ce mariage, c'est que ça n'allait pas. Et évidemment, selon la façon dont on a vécu notre mariage, eh bien, on vivra aussi la suite, c'est-à-dire le divorce. En général, quand on se marie et que le mariage se passe extrêmement mal et qu'il y a par exemple un conjoint qui a des comportements pathologiques ou qui est vraiment aux extrêmes, on va dire, forcément le divorce, il se passe aussi plus difficilement. Et on peut subir des choses qui sont extrêmement difficiles au niveau émotionnel, au niveau pas que émotionnel en fait, au niveau même de sa construction, au niveau de toute notre vision de la vie, au niveau de notre psychologie. Et donc la suite, c'est-à-dire qu'il y a le mariage qui se passe déjà pas bien, puis ensuite il y a le divorce, et après il y a l'après-divorce. Donc c'est trois moments de notre vie qu'on n'avait pas du tout imaginé comme ça, et on va devoir affronter ces événements-là, alors qu'à la base, on ne devait pas, on ne s'imaginait pas du tout passer par là. Et j'insiste sur on ne s'imaginait pas du tout passer par là. Parce que s'il y a bien une chose qui est difficile dans cet événement de la vie, du divorce, c'est de savoir que bémet, on s'imaginait pas, on n'était vraiment pas préparé à ça, et même mieux que ça, on était préparé à l'inverse. C'est-à-dire que quand on se marie, on est complètement en général, d'accord, on est dans un nuage. En général, on se marie quand on est à l'étape du couple qui s'appelle la période lune de miel, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les défauts chez l'autre, on est sûr que tout va bien se passer, et même si on voit quelques difficultés, on se dit non, on sera assez fort pour les affronter, et je sais que ça ira, je sais que ça se passera bien. En général, on est assez optimiste quand on se marie. Et encore une fois, même si on voit des difficultés. Et vraiment, l'étape du divorce, c'est une étape de surprise. Et encore une fois, même si, au fur et à mesure du mariage, on s'est aperçu que vraiment on ne pouvait pas y aller. Mais ce que j'ai envie de vous dire aussi, et de préciser, c'est que personne ne divorce par gaieté de cœur. Chacun qui fera ce choix d'aller à la séparation, il le fera parce qu'il a compris à un moment donné de sa vie, à un moment donné de son mariage, ou peut-être au fur et à mesure, parce qu'évidemment c'est un processus, mais il aura compris que non, il ne pourra pas rester marié dans ces conditions, qu'il ne trouve pas ce qu'il a besoin dans ce mariage, que ça le rend malheureux, qu'il y a une grande souffrance, que ainsi de suite, chacun encore une fois avec son histoire. Mais quoi qu'il arrive, personne finalement ne l'aura choisi. Et c'est ça qui est important aussi de savoir. Et une autre chose aussi, beaucoup de choses sont importantes, mais une autre chose aussi à souligner, c'est que quand on perd par exemple un être cher, d'accord, quelle est la différence finalement entre un divorce et une personne qui va perdre, Chas v'Shalom, mais qui va perdre son mari ou sa femme? La différence, elle est de taille malgré tout, parce que finalement, il y a séparation dans les deux cas. Et il y a un deuil à faire dans les deux cas, oui. Seulement, dans un cas, la personne est partie et finalement, elle l'a pas choisi. Et c'est très douloureux, évidemment, et on l'a pas choisi non plus. Mais elle n'est plus vivante, il n'y a plus de choix. La personne n'est plus là, et c'est extrêmement douloureux. Mais premièrement, il n'y a plus de choix. Et deuxièmement,
on a de la consolation de la part des gens qui nous entourent, parce que on se dit, la personne ne l'a pas choisi, c'est quelque chose de terrible, c'est une épreuve, il y a un deuil à passer, donc on a de la peine pour cette personne, on va aller la consoler de façon naturelle, j'ai envie de vous dire, même les voisins, même des gens qui seront pas forcément proches de nous, s'ils entendent que quelqu'un a perdu son mari ou sa femme, son conjoint, automatiquement, il va avoir un acte de bonté. Par contre, dans le cas d'un divorce, c'est aussi un deuil finalement, mais la grosse différence, c'est que la personne est toujours vivante et qu'elle ou nous, on a choisi de se séparer de cette personne. Et en même temps, il n'y a pas de consolation, c'est-à-dire, il y a peut-être de la famille, et ça, c'est vrai qu'on va en parler, c'est très important d'être très bien entouré, mais il n'y a pas, c'est un peu, souvent j'entends chez les personnes que je suis en thérapie, qui me disent, mais en fait, personne ne se rend compte à quel point c'est dur. Bien sûr, j'ai voulu divorcer. Moi, en plus, j'ai pris la décision parce que c'était vraiment une grande souffrance de rester mariée dans ces conditions. Mais je souffre terriblement. C'est pas que je vis une souffrance, mais terrible. Et les personnes autour de moi, finalement, il y en a qui s'éloignent, il y en a qui me tournent le dos, il y en a qui veulent pas me parler, il y en a qui m'accusent, il y en a qui pensent que c'est moi qui aurais dû faire plus d'efforts, il y en a qui prennent le parti de mon ex-mari, il y en a qui... Et donc, en fait, ça crée une distorsion, c'est-à-dire un décalage entre ce que l'on vit soi-même et ce que les gens pensent de ce que l'on vit. Et évidemment, il n'y a pas forcément de consolation, d'apaisement de la part des gens. C'est important. Nous sommes des êtres humains, donc on a besoin de liens sociaux en fait. Et on a besoin de la reconnaissance de notre souffrance. Et quand on est en train de divorcer, bien il arrive qu'il n'y a pas de reconnaissance de notre souffrance. Ce qui n'existe pas en général quand il y a en fait une véritable perte d'un être cher ou d'un conjoint. Donc ça aussi c'est important à souligner. Donc c'est légitime d'être en souffrance et de se sentir à ce moment-là assez seul. Maintenant, de se sentir assez seul, évidemment ça affaiblit. Parce que on a besoin, en réalité, à ce moment-là, évidemment, peu importe la souffrance, n'importe laquelle, que ce soit en divorce ou autre chose d'ailleurs dans la vie, à partir du moment où il y a souffrance, on a besoin d'être entouré. C'est une règle. Maintenant, c'est pas toujours le cas, mais surtout, encore une fois, quand il s'agit d'une situation comme un divorce, eh bien, il y a toutes sortes de conflits, même chez les gens, qui apparaissent et qui font qu'on va se ressentir vraiment en décalage avec eux et qu'on va se sentir seul et on va se dire mais attends, ces amis qui m'invitaient ou que j'ai invité tous les Shabbats quand j'étais mariée, maintenant que je divorce, ils prennent le parti de mon mari ou de mon ex-mari et maintenant ils viennent même plus me parler et quand je les vois ils changent de trottoir. Ça on me l'a souvent relaté pendant les consultations. Donc c'est très blessant et ça se rajoute à la douleur première évidemment qui est finalement la destruction d'un schéma qu'on pensait éternel. Et je crois que ça, c'est une des choses qui font partie du divorce et qui sont la plus difficiles. Alors, vous en faites pas, ce soir, on va pas voir que la difficulté, on va voir bien sûr comment se reconstruire, c'est le titre, hein, comment on va reconstruire tout ça. Mais d'abord, c'est très important de pouvoir identifier, mettre des mots sur les mots. C'est-à-dire qu'on a besoin de saisir pourquoi on se sent si mal. Souvent, ce que je remarque aussi en consultation, c'est que le fait d'exprimer, de sentir qu'on est compris déjà, qu'on a mis des mots sur notre souffrance, ça enlève au moins 40% de notre souffrance. Parce que d'abord, on a identifié et on a compris que c'était légitime et c'est pas condamnable. Ce que on ressent dans ces moments-là, d'accord, c'est tout à fait compréhensible et c'est légitime et il n'y a pas de mal en fait et il n'y a pas de honte à ressentir la souffrance après qu'on est divorcé. C'est très important et c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir redémarrer ensuite, d'accord, d'enclencher la première en fait. Là, à ce moment-là, on est au point mort. C'est-à-dire là, on a l'impression on est obligé d'avancer s'il y a une procédure et selon la difficulté de la procédure en plus que ça va impliquer, on est obligé quelque part d'avancer. Mais de l'autre côté, on se sent à l'intérieur de nous complètement, par moments, complètement figé, paralysé, brisé en 1000 morceaux. Et donc, évidemment, c'est une période extrêmement compliquée. Mais on en sort. On en sort si bien sûr il y a un travail de fait, si on est bien accompagné, alors on peut être accompagné et par la famille et les gens qui nous aiment et qui croient en nous, et vraiment je le conseille fortement, par un quelqu'un de professionnel, qui reste extérieur quand même à la situation, mais qui est capable de vous aider à mettre des mots, qui est capable de vous guider dans toutes ces procédures, dans tout ce processus. Et là encore, pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait, oui, le divorce, c'est une destruction pour mieux reconstruire. En fait, à un moment donné de notre vie, on s'est rendu compte
que ça n'allait pas à la construction de ce mariage, que ça nous apportait pas du bien, que ça nous faisait souffrir, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors évidemment, il y a toutes sortes de divorces, il y a toutes sortes de configurations. Là, je parle avec, on va dire, des grandes lignes. Mais il y a la configuration où on n'a pas souhaité ce divorce, on l'a subi. Il y a la configuration où oui, on l'a voulu, mais c'est pas moins douloureux parce que si on l'a voulu, ça veut dire qu'on n'a pas, encore une fois, on n'a pas été heureux en couple et en vie de marié. Et il y a la situation où on le veut et l'autre ne le veut pas et donc il nous fait la misère. Il y a la situation où il le veut et on le veut pas, par exemple. Et donc là aussi, c'est une extrême souffrance parce qu'on se sent abandonné. Et il y a des blessures affectives même de l'enfance qui sont réactivées automatiquement. Et donc on se sent évidemment dans une souffrance terrible. Mais quoi qu'il arrive, quand on passe cette période, c'est une période compliquée. De toute façon, et on peut pas y échapper, on peut pas l'éviter. Ça fait partie du process, d'accord ? Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens, il y a des exceptions, et j'en ai vu, et j'en connais, et j'en ai même eu en consultation pour d'autres événements, qui vont me dire, non, j'ai divorcé, mais là, ça y est, je suis remariée, on parle d'autre chose, je suis pas là pour ça. Et je demande quand même quelques mots là-dessus, et j'en ai eu qui m'ont dit, mais moi, j'étais soulagée. C'était une libération, mon divorce. Enfin, je pouvais vivre, enfin, je pouvais me retrouver, enfin, j'ai pu me reconstruire, enfin, je pouvais décider pour moi-même ce qui était bon ou pas. Alors que quand j'étais mariée, je me sentais étouffée, je me sentais plus respirer, enfin c'était l'horreur, l'enfer sur terre. Donc là, bon, d'accord. Alors là, on va se dire dans ce cas-là, alors c'est bon de divorcer, oui, mais c'est finalement c'est que de la joie, c'est pas forcément de la souffrance que vous décrivez. Mais en fait, ce genre de personnes qui vivent ça, elles ont vécu toutes les étapes finalement les phases compliquées, toutes les étapes de la souffrance pendant qu'elles étaient mariées, c'est-à-dire la désillusion. Parce que oui, il y a une désillusion quand on est en couple et qu'on s'aperçoit que finalement, avec le conjoint, ça se passe pas du tout bien, qu'il y a énormément de conflits qui se réveillent, qu'il y a énormément de problématiques, qu'on n'arrive pas à les résoudre, qu'on essaye toutes sortes de choses et que ça ne marche pas. Il y a une désillusion. Parce que, encore une fois, quand on se marie, on est optimiste. On s'imagine que tout va bien se passer. On s'imagine qu'on va rester toute la vie avec cette personne. Donc, on s'imagine que, par exemple, notre amour va suffire à parer à tous les problèmes, et ainsi de suite. Et en fait, il y a une désillusion qui se crée quoi qu'il arrive. Donc même si vous entendez une amie qui vous dit « Ah, mais comment ça se fait que tu pleures encore ? Mais moi, je l'ai très bien vécu, comment ça se fait ?» Sachez que c'est très personnel et que c'est au cas par cas et que la personne, elle a pu le vivre bien parce que elle a oublié, mais pendant au cours de son mariage, elle était encore mariée, mais il y a eu un divorce émotionnel à ce moment-là. C'est-à-dire au moment du mariage, concrètement dans les papiers et dans, on va dire, dans la séparation des biens et des finances et de la maison et ainsi de suite, c'était pas encore fait, mais dans le cœur de la personne, elle a déjà vécu ces étapes-là. Mais ces étapes-là, on peut pas y échapper. Quoi qu'il arrive, si on divorce et qu'on a aimé cette personne, qu'on a fait un vrai mariage, pas un mariage de raison où on savait que ça allait mener. Je vous parle d'un mariage sincère, où on a vraiment mis toute son énergie dans ce mariage et que il termine par un divorce. Quoi qu'il arrive, d'accord, quoi qu'il arrive, il va y avoir de la souffrance. Mais attention. Cette souffrance-là, elle peut être transformée en engrais pour se reconstruire. D'accord ? Et c'est ça le but, justement. C'est de ne pas rester sur cette souffrance-là. C'est ne pas même se conforter dans cette souffrance-là. Genre, j'ai divorcé, ça y est, ma vie s'est arrêtée là. Et c'est un risque aussi, ça. Parce que, pourquoi ? Déjà parce que dans notre communauté, évidemment, le divorce, c'est pas bien vu, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de jugements là-dessus. Et on a la sensation, dans la société, que c'est un échec. Que la personne, quand elle a divorcé, elle a échoué quelque part. Alors qu'en fait, au niveau psychologique, ça se voit pas du tout comme ça. C'est un processus. On a tenté avec quelqu'un une histoire, on a tenté de construire, ça n'a pas marché, on a revu notre route, on a fait machine arrière et on tente maintenant de reconstruire la route, tout simplement. On n'est pas en train de détruire à jamais, en fait. Le divorce n'est pas une fin en soi. Le divorce, c'est juste une étape de notre vie et c'est à ça qu'on doit, c'est comme ça qu'on doit le voir. Si on le voit comme la fin de notre vie, alors oui, il se trouve que ça va être très dur après de se reconstruire après le divorce. Mais si on le voit juste comme une étape certes difficile, une étape qui va demander du travail sur soi, une étape qui va demander beaucoup d'investissement vis-à-vis de nous-mêmes, une étape où on va devoir faire la paix avec notre passé, une étape où on va devoir pardonner autant nous-mêmes que l'autre. Ça va nous demander beaucoup de force émotionnelle, effectivement, mais c'est quand même qu'une étape. La vie continue, la vie ne s'arrête pas là en fait.
Et le risque, c'est de tomber dans ma vie s'arrête là, c'est terminé, j'ai fait un mauvais choix, j'aurais pas dû me marier, j'ai fait une erreur et toutes sortes de pensées négatives qu'on appelle, je vous conseille d'aller voir le cours sur maîtriser les pensées négatives parce qu'évidemment dans ces situations-là de douleur, on peut vite tomber sur ce terrain glissant. C'est le cours où j'explique les distorsions cognitives, en fait, toutes nos façons de penser qui nous font, qui nous rentrent dans une espèce de toile d'araignée où il est plus difficile d'en sortir. Donc comment on se reconstruit après une étape aussi difficile que le divorce? D'abord, on fait très attention à notre façon de penser, à notre façon de raisonner pour mieux se reconstruire. C'est ça qui va déterminer notre reconstruction. Si je me laisse aller à des pensées négatives, mais vraiment fortes, on va dire, qui me détruisent moi-même, en fait, je continue la destruction. Alors que le but d'un divorce, ce n'est pas de se détruire, bien entendu, c'est de mieux reconstruire le terrain. C'est comme si on avait, enfin, même pas comme si, on a tenté une chose dans notre vie, ça n'a pas marché, effectivement, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit à l'amour, qu'on n'a pas le droit, on n'a plus le droit à une vie heureuse et épanouie, qu'on n'a plus le droit à créer un couple heureux, qu'on n'a plus le droit à créer une famille. Pas du tout. Et je parle comme ça, même s'il y a des enfants. Évidemment que maintenant, il va falloir, disons qu'on divorce et on a des enfants, évidemment, il va falloir réfléchir au prochain, au prochain remariage et ça se fera pas comme ça. La chose à ne pas faire quand on divorce, c'est de fuir la solitude, de vouloir se remarier à tout prix. Et ça arrive souvent, malheureusement. Bien plus souvent qu'on pourrait le penser, que vite, on se dit, bah, j'ai divorcé, vite, je recours, enfin, ça y est, c'est fini, et il y a plein de douleurs, il y a beaucoup d'émotions, et c'est compliqué à gérer, tout ça. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut vite, on se dit, bah non, mais il faut vite que je reconstruise, donc je vais vite aller me remarier. Ça, c'est un piège. C'est un piège parce que si on a divorcé, ce qui est important pour se reconstruire, c'est d'aller regarder déjà dans notre histoire de vie, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Où était le dysfonctionnement de cette histoire de vie qui n'a pas fonctionné? Où est ma part à moi de responsabilité pour que je puisse avancer? Bien, mieux avancer. Parce qu'on en a tous une. Bien sûr que la personne en face a pu très mal se comporter, mais on est quand même deux personnes à créer un couple. Après, évidemment, je parle pas de cas extrêmement pathologiques où on est tombé sur quelqu'un qui nous a menti depuis le début et que finalement la personne elle s'est révélée être quelqu'un de très perturbé. D'accord? Dans ce cas-là, on peut se dire je me suis fait avoir. Tout simplement, je me suis fait avoir et il faudrait que je fasse plus attention évidemment à pas me faire avoir. Ça, d'accord. Mais on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux et souvent aussi on a des blessures affectives qu'on a retrouvées dans notre premier mariage et qu'on doit chercher quand même à comprendre, à réaliser, à analyser et peut-être même à soigner, guérir, cicatriser pour mieux avancer et pour pouvoir recréer un couple sain. Ça, c'est plus qu'important. C'est de se dire, le divorce n'est pas que la faute de l'autre. Il y a sa part et il y a la mienne. Où est la mienne et qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? À partir du moment où on part dans cette démarche-là, ce qui est une démarche très résiliente. Alors la résilience, c'est un terme qu'on utilise en psychologie. En fait, à la base, c'est pas un terme psychologique, mais il a été repris en psychologie pour expliquer la capacité à surmonter nos épreuves dans la vie et à reprendre, on va dire, un esprit optimiste, à y croire encore. D'accord? Donc ça se voit après chaque épreuve, peu importe laquelle, pas forcément un divorce, là, la résilience, ça s'applique à toutes sortes d'épreuves. Mais effectivement, étant donné que là, on parle d'une épreuve, on doit faire preuve finalement de résilience, la travailler au corps, c'est-à-dire réussir à croire en nous, à croire en la vie, à croire en nos capacités à remonter la pente et à croire à cette faculté qu'a la vie de reprendre son cours finalement. Parce que oui, après un divorce, on est dans des étapes, au départ, comme je vous l'ai dit, difficiles. D'abord, on va traverser le désert. C'est-à-dire qu'on va d'abord tomber, on va pleurer énormément. Et c'est normal. Parce que quand on passe un divorce, et pour celles qui l'ont passé, j'imagine que si vous regardez, c'est que ou vous ou un proche l'a passé, ou une proche l'a passé, vous le savez. C'est beaucoup de pleurs, c'est beaucoup de douleurs qui a besoin de sortir. Et souvent, les proches disent « Non, mais ça y est, tourne la page. » Pourquoi? Parce que ça nous fait trop mal. Quand on est proche de quelqu'un qui souffre tellement, on veut qu'il aille mieux. On veut qu'il aille mieux. Mais il faut savoir, la personne qui souffre, elle a besoin d'être comprise. Et elle a besoin de vider son sac. Imaginez des années qu'on a passées avec une personne, à la côtoyer, à y croire, à faire des efforts, à essayer toutes sortes de choses pour que ça marche. Et finalement, non, ça marche pas. C'est une énorme déception et une énorme frustration. Et on a besoin d'évacuer toute cette douleur-là pour mieux avancer ensuite. On a besoin en fait de se nettoyer. Et si on prend pas ce temps et qu'on fonce tout de suite, non, bah c'est pas grave, avec lui ça va marcher, tac, je me remarie et tout ça, on risque fort de recommencer les mêmes erreurs.
de replonger dans les mêmes pièges et donc de ne pas avancer. Et là, de se dire, alors c'est moi l'échec. Non, c'est pas nous, c'est pas vous l'échec. C'est juste qu'on n'a pas assez travaillé sur soi. Oui, on n'a pas assez compris. Et c'est juste des enseignements. Tout ce qu'on passe dans la vie, il faut le prendre comme des enseignements pour avancer. En fait, dans chaque situation, il faut se dire, on paye pour apprendre. Même si là, j'ai l'impression de m'être plantée, comment je peux faire à ce moment-là pour transformer toute cette difficulté en leçon pour ma vie future? Aujourd'hui, j'ai mal, mais je peux demain ne plus avoir mal. Et je peux me reconstruire et me sentir bien. Oui, c'est possible. Déjà, c'est la pensée qui doit m'aider, c'est-à-dire que je dois entretenir pour m'ouvrir la porte des possibles. Et plus j'irai vers cette façon de penser-là, et mieux je me sentirai forcément, et mieux je reconstruirai aussi. Et surtout, ne pas tomber dans l'accusation. J'aurais pas dû, j'aurais dû lui dire ci, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais mieux fait de réagir comme ci, j'aurais mieux fait de réagir comme ça. Et ça, je le vois même chez des femmes qui souffraient terriblement pendant le mariage, qui enfin obtiennent leur divorce, leur guette, ainsi de suite, donc elles sont libres, et là elles se disent oh, « Non mais j'ai quand même des regrets ». Il y a une partie de moi qui me dit « Ah bah j'ai retrouvé ma vie ». J'ai retrouvé mon sérénité d'un côté, mais de l'autre côté, j'ai des moments où je me dis oh, j'aurais dû mieux me comporter, j'aurais dû mieux réagir, j'aurais dû. Le j'aurais dû, il est très néfaste, il est destructeur. D'abord, on se dit que maintenant que c'est fait, c'est que c'était le mieux à faire. C'est fini, c'est fait maintenant. Et on se morfond pas dans les pourquoi, parce que le pourquoi, on n'a pas de réponse dans ce monde en général, et le pourquoi m'amène forcément à la victimisation. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est tombé sur moi? Pourquoi je suis tombée sur un mari pareil? Pourquoi il a fallu que je fasse tout ça? Mais j'ai pas de réponse. C'est arrivé maintenant. Par contre, comme on dit en hébreu, au lieu de dire lama, dit les ma. Ça veut dire, au lieu de dire pourquoi, dit comment. Comment je peux arranger la situation? Comment je peux faire pour m'en sortir? Comment je peux faire pour avancer? Le comment va m'aider à aller vers les solutions et pas rester dans les problèmes. Et c'est ça qui va m'aider et qui va me pousser en avant et me faire rebondir dans ma vie. Et c'est ça le but, et c'est là que vous vous diriez plus tard, une fois que vous avez reconstruit bien votre vie, vous allez vous dire, bah ça finalement, enfin j'ai beaucoup souffert, mais ça valait le coup. J'ai divorcé, mais je me suis reconstruite, donc ça valait le coup de passer tout ça finalement. Il y avait un sens en fait, c'était pas pour rien. Au départ, je me suis peut-être mal mariée, mais après j'ai compris, j'ai appris et j'ai avancé. Il n'y a pas de meilleure victoire que celle-ci. Vraiment, il n'y en a pas. Je crois qu'après ça, on se sent la reine du monde. C'est-à-dire vraiment, on se sent tellement fiers de nous, on a tellement gagné en confiance en nous, qu'on se sent vraiment plus forte et mieux avec nous-mêmes. Donc, rappelez-vous, le divorce, c'est pas une fin en soi. C'est juste une étape de la vie. Maintenant, deuxième chose à retenir, très importante, c'est que on doit réussir à se relier à soi, à nos besoins. Quand on a vécu un mariage extrêmement douloureux et qu'on a dû, selon le cas évidemment, souffrir, peut-être s'effacer, peut-être qu'il y a eu beaucoup de colère, de violence, de cris, parce qu'il y a eu beaucoup de douleur, on doit chercher à se nettoyer et à se retrouver soi-même. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je tiens à faire de ma vie? Qui je suis moi? Souvent, quand on s'est marié jeune ou quoi, et que finalement il s'avère que ça s'est mal passé, souvent, je vais penser à une en particulier, mais plusieurs m'ont dit ça. Ils me disent, mais en fait, je me suis mariée parce qu'il fallait se marier. On était jeunes, on sait plus physiquement, on sait plus moralement. On s'est dit, ok, on y va. Finalement, on se marie. C'était une catastrophe. On s'entendait sur rien. On n'arrivait pas à communiquer. On a essayé des choses, ça marchait pas. Il était buté, je le supportais plus, lui non plus. Je criais tout le temps, j'arrivais à rien. Et elle me dit, mais finalement, maintenant que je suis sans lui, c'est dur. Mais en plus de ça, je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas ce que je veux. En fait, je voulais tellement que ça marche que je faisais tout pour lui faire plaisir. Donc, je me suis mise de côté, sans arrêt. Et maintenant que je suis seule, je sais plus. J'ai même plus envie. En fait, j'ai l'impression que je vivais à travers lui. Donc maintenant, je sais pas. Parce que je disais, mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous recherchez? Comme je disais, je souffre, j'en peux plus. Je dis, mais vous dans tout ça, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Et elle savait pas me dire. Je dis, j'en sais rien. Je sais que quand j'étais avec lui, je voulais ma liberté. Maintenant que je l'ai, je sais pas quoi en faire. Et là, ça devient intéressant. C'est l'exploration vers soi-même. C'est à ce moment-là, justement, qu'une porte s'ouvre vers nous-mêmes. Mais il faut surtout pas la refermer en allant vite se remarier ou vite essayer de briser la solitude. Au contraire, pour être heureux à deux, il faut d'abord être heureux seul. L'autre ne doit pas être un accompagnateur qui tire la main, en fait. On doit être deux personnes complètes, on va dire, qui se tiennent la main et qui s'entraident dans la vie.
Mais il faut d'abord que je sois un morceau de moi-même bien construit. Après, j'ai un morceau de moi-même parce qu'on dit que on est deux moitiés de Neshamot, d'âmes qui se rencontrent quand on se marie. Mais si ma moitié à moi, elle est complètement d'abord ébranlée par ce que je viens de vivre, oui, que je vais y venir, Sandrine, merci, que j'ai perdu, ma moitié à moi, elle est ébranlée, elle est fragilisée, elle est pas construite, elle sait pas ce qu'elle veut. Mais comment je vais réussir à créer une neshama, à me relier à quelqu'un et à créer on va dire une entité de couple ensemble? C'est pas possible. Il faut d'abord que moi je me renforce. Il faut d'abord que moi je sache ce que je veux pour y arriver. Alors évidemment, comme le souligne Sandrine, effectivement, quand on divorce, il y a une perte de repère totale. C'est-à-dire que malgré tout, quand on est dans un mariage malheureux, on est dans un mariage quand même, il y a en général un toit sur la tête, on a nos habitudes, on a peut-être acheté une maison ensemble, on a un lieu d'habitation en commun, on a nos affaires ensemble, on a des comptes bancaires ensemble, on a une vie ensemble, on connaît la famille de l'un et de l'autre, chacun se connaît depuis des années. Comment séparer tout ça? Ça aussi, c'est très dur. C'est une problématique qui est très dure. Donc, se dire, attends, je vais me déraciner, je vais déménager, ou c'est lui qui déménage, peu importe, mais je déracine tout ça. Ou alors, si c'est moi qui reste dans la maison et que j'enlève ses affaires et que c'est un vide qui se crée. Est-ce que je vais être capable de faire face à ce vide? Parfois, et ça c'est le comble, mais parfois, notre malheur, le mariage nous rend très malheureuse, mais on est habitué à lui, à ce mariage malheureux. On a des mécanismes de fonctionnement qui nous maintient dedans. C'est-à-dire qu'on n'est pas heureux, on le sait, mais on est habitué à ça. C'est notre zone de confort. La zone de confort ne veut pas dire que tout est parfait. Au contraire, c'est une zone, ça veut dire que c'est une zone qu'on connaît. Même si c'est un petit trou à souris, un petit trou à rat, il est tout noir, il est tout sombre, il est pas beau, mais on le connaît. On est rassuré parce qu'on le connaît. Et c'est comme ça que l'esprit humain marche. Il cherche toujours ce qu'il connaît. C'est pour ça d'ailleurs qu'on répète les schémas de nos parents en général, de façon automatique. Alors, peut-être l'opposé, mais enfin, notre référence en général, c'est le couple de nos parents. Et on va aller soit faire pareil de façon automatique parce qu'il n'y a rien qui nous a forcément extrêmement dérangé, on n'a pas vraiment travaillé dessus, donc on a reproduit, ou alors on n'a pas du tout aimé et hop, on est parti à l'opposé. Mais dans le cas où on est, enfin peu importe dans quel cas, c'est-à-dire que si on a reproduit ou pas reproduit de toute façon, on est dans notre schéma, c'est notre zone de confort. On se sent dans une zone, non, dans le schéma où on fait de façon automatique, on est à fond dans la zone de confort. Donc même si on a souffert et qu'on avait vu déjà auparavant nos parents souffrir, il va falloir une énergie folle pour casser cette dynamique-là, parce que c'est ce qu'on connaît. Donc malgré tout, c'est ce qui nous rassure quand même. C'est le comble. On se dirait, bah non, si t'es malheureux, bah tu devrais fuir le malheur en fait. Tu devrais chercher à être heureuse, tu devrais au contraire vouloir respirer, tu voudrais vouloir t'épanouir. Oui, dans l'absolu, c'est ce qui serait logique, mais dans l'émotion, c'est pas comme ça que ça marche. Vous savez que les émotions, c'est pas du tout logique. Pas du tout selon la logique et l'intellect, tout ça. C'est exactement l'opposé. En fait, l'émotion, elle va chercher, enfin l'esprit humain va chercher ce qui nous rassure, ce qu'on connaît. Donc même si ça nous rend malheureuse, si on est habitué à ce malheur, ben on va avoir du mal à s'en sortir. Mais à un moment donné, c'est vrai que si le malheur est vraiment trop grand, si la souffrance pendant le mariage est vraiment trop forte, alors il y a un moment où on sera capable de casser. C'est ça qui va nous pousser à franchir le cap du divorce. Maintenant, ok, on passe le cap du divorce. Mais le problème est que y a une perte de repères. Il y a un moment où en fait on va vivre le vide, quoi. On va se dire, je reconnais plus ma vie, je sais plus du tout. J'ai l'impression que c'est un chantier. D'accord, c'est un peu comme si, voilà, je vais vous donner une image, vous avez un jardin, et vous avez une image on vous donne un espace, un lopin de terre magnifique, et vous dites, ah, génial, je vais pouvoir planter les plus belles fleurs, et vous avez toute votre enfance réfléchie à ce lopin de terre qu'on vous a donné, comment vous allez le jardiner. Vous imaginez les arbres que vous allez mettre, les fleurs et ainsi de suite. Puis vous arrivez sur ce lopin de terre et là vous vous apercevez que la terre, elle est dure à travailler, qu'elle vous écoute pas du tout, que les plantes ne poussent pas et vous essayez, on vous dit patience, ça va y arriver, persévérance, tu vas y arriver. Un an passe, 2 ans passe, 3 ans passe, 4 ans passe, rien. Aucune fleur ne pousse, aucun arbre ne pousse, il y a rien qui vient. Là, les mauvaises herbes envahissent le territoire. Le jardin ne ressemble à rien, c'est un chantier. Malgré tout, ça fait quelques années, vous le connaissez votre terrain, vous savez à quoi vous attendre avec lui, c'est vrai qu'il y en a partout, c'est vrai qu'il n'est pas beau comme vous auriez voulu, c'est vrai que ça ne correspond pas du tout à ce que vous aviez imaginé, il y a un énorme décalage avec ce que vous avez cru voir dans ce jardin et ce que vous y trouvez maintenant, mais vous avez un lopin de terre. Et là on vous dit, il va falloir que tu laisses ce lopin de terre et tu recommences tout ailleurs. Là, c'est pas possible, ça va pas pouvoir fonctionner, il faut partir de là. Et là, vous dites, attends, mais je vais partir de là, mais je vais où? Ah ben pour l'instant, on sait pas.
Alors, soit tu vas revivre chez tes parents, soit tu vas prendre un petit appart, soit tu restes dans cette maison mais il va prendre tes affaires. Oui, mais en fait, je m'y retrouve pas. Là, je suis en train de recréer autre chose et je sais pas vers quoi je vais. J'ai aucune idée de ce que je vais construire après. Est-ce que j'arriverai à faire pousser des fleurs? C'est pas sûr. Est-ce que j'arriverai à me ressentir bien ou enfin à me ressentir dans un cocon quelque part? Je suis pas sûre non plus. Et ça, c'est là aussi cette période de vide là, elle est très difficile parce qu'on ne sait plus qui on est et le statut qui change. Ça y est, je suis plus une femme mariée, je suis une femme. Alors, il y a la période avant le divorce entre les deux. Je suis une femme séparée, puis après je suis une femme divorcée. Et les gens, le regard des gens, il est très lourd à porter. Combien j'ai de gens en thérapie qui me disent non, vous devez absolument m'aider à ce que ce mariage marche à tout prix. Oui, je souffre, ça fait 15 ans, j'en peux plus, je meurs, mais il faut que ça marche absolument. Parce que je ne pourrais pas supporter qu'on me dise que je suis une femme divorcée. Je peux pas l'accepter. Pourtant, en 2021, il y a eu Baruch Hashem beaucoup de progrès, beaucoup d'évolution, mais ça reste ancré dans nos... Voilà, c'est un tsunami, exactement. C'est un bouleversement émotionnel terrible. Mais en fait, pas que émotionnel, parce que en réalité, c'est même financier, c'est concret. C'est-à-dire, encore une fois, on sépare techniquement les choses. On sépare les comptes, on sépare la maison, on sépare les enfants. Enfin, on sépare les enfants, c'est-à-dire on est obligé de se les partager quand il y en a. Mais ça, c'est le plus dur aussi. C'est comment gérer les crises, les enfants. C'est tout un monde, en fait, qu'on a cru possible, qui s'écroule. Donc c'est oui, un tsunami. C'est un bouleversement à tout niveau. Et on est complètement démunis face à cela. Bien sûr. C'est sûr. Mais l'idée, justement, parce que là, le sujet des cours, c'est pas que le divorce, bien qu'évidemment, c'est comment se reconstruire. C'est justement toutes ces étapes-là, j'ai envie de vous dire, là, les étapes du profond, là, de la douleur, faut pas les passer seules déjà. Faut les passer accompagnées, guidées, encadrées, absolument. Parce que on a besoin de savoir qu'un jour ça va s'arrêter en fait aussi. On a besoin d'y croire, on a besoin d'avoir de l'espoir. Et c'est comme si on sortait d'un endroit où on nous a battus, disons. On est déjà tout mal et là on dit vas-y crois, il faut que tu crois que ça va aller. Oui, c'est extrêmement dur et de se le dire tout seul, c'est très très dur. Il faut une force morale incroyable. Faut une force morale incroyable. Donc on a besoin d'avoir des gens autour de nous qui nous soutiennent le temps qu'on reprenne des forces. Le temps qu'on se remette debout, on va dire. Le temps qu'on reprenne confiance en la vie. Le temps qu'on reprenne confiance en nous. Le temps qu'on y croit encore, en fait. Non, Léa, il y a le son, là. Enfin, je pense, parce que personne ne dit rien. Donc, il y a le son. L'idée, c'est que... l'idée, c'est d'y croire, mais de se faire aider pour y croire, en fait. Voilà, c'est ça qu'il y a à retenir. Ces étapes sont normales, elles sont légitimes, elles font partie du processus. On vient de vivre un tsunami, on vient de vivre un bouleversement. Mais ça va pas rester toute votre vie comme ça. L'idée, par contre, c'est d'avoir aussi des outils pour faire face à cela, c'est vrai. Mais déjà de savoir que non, c'est pas pour toute la vie, d'accord? Enfin, ça dépend de soi en fait, ça dépend de notre travail sur nous-mêmes et sur ce qui s'est passé même dans notre passé qui va nous faire avancer. Donc, première étape, c'est de se relier à soi. Quels sont mes désirs? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends de la vie maintenant? Qu'est-ce que je veux pour moi-même? Ah, et une étape qui a l'air peut-être, entre guillemets, matérialiste, mais qui est pas moins importante, c'est de savoir aussi se recadrer dans sa vie. C'est-à-dire, si on a dû déménager, retrouver un repère. Recréer des repères avant tout. Recréer des habitudes. Donc, si on avait, évidemment, c'est encore au cas par cas, je vous donne des grandes lignes à appliquer chacune dans sa vie, mais l'idée, c'est, si j'ai déjà... si j'ai un travail, bon, et que je continue à y aller, c'est très bien, ça me cadre. Si j'en ai pas, c'est bien d'en trouver un. Alors vous allez me dire, ah, mais je suis bouleversée, mais justement, ça va vous aider à vous reconstruire, à sentir que vous avez une place, à sentir aussi que vous êtes indépendante peut-être financièrement, que vous avez une force, on va dire, au niveau financier, que vous vous reconstruisez. Construisez-vous, vous déjà. Construire votre vie et construire une routine, on va dire, des habitudes. Ça a l'air tout simple comme ça, mais en fait, quand nous-mêmes, on va pas bien, et peu importe la situation, là on parle de divorce, mais c'est applicable pour toutes les épreuves. Quand on va pas bien, ce qui va nous aider aussi, c'est les habitudes. Les habitudes qu'on crée et qui sont constructives. Surtout ne pas les arrêter. Si vous avez l'habitude d'aller au sport, continuez à y aller. Et si vous n'avez pas l'habitude, allez-y. Le sport, ça oxygène le cerveau. Ça permet de s'aérer. Ça permet de se refaire un avec son corps aussi. Ça permet de se réapproprier son corps. Et on en a besoin pour affronter cette épreuve. Et encore une fois, peu importe l'épreuve, on doit
récupérer des forces. Votre objectif premier, c'est je récupère des forces. Je suis en train de vivre quelque chose de très difficile. Mais si moi, je remonte pas sur la vague, il y a personne, on peut m'aider, mais il y a personne qui le fera pour moi. Il n'y a que vous qui pouvez vous aider vous-même, vraiment. C'est-à-dire que les autres peuvent vous apporter une aide, un soutien, un réconfort, et c'est pas négligeable et c'est important évidemment. Mais c'est la première personne qui peut vous aider en premier, c'est vous-même. Et l'idée aussi, et la chose importante, non, et d'abord comme le dit le proverbe ashkénaze, si tu cherches quelqu'un pour t'aider, une main pour te secourir, regarde au bout de ton bras. D'accord ? C'est un proverbe sympathique qui veut tout dire. Maintenant, l'idée aussi, c'est de pardonner. D'aller, en fait, pardonner, c'est pas je claque des doigts et j'ai pardonné, évidemment, c'est un processus. Mais déjà d'y rentrer dans ce processus. C'est de dire, j'ai vécu une période de ma vie, ça ne me définit pas. Ça m'apprend juste des leçons sur moi, des enseignements. C'est une période de ma vie. Mais j'ai tout le loisir de recommencer, de recontinuer, de retravailler, de réavancer autrement, en fait. Et donc, je pardonne, en fait, je travaille en tout cas sur le pardon à moi-même, parce que j'en ai qui disent oui, mais moi je m'en veux, j'aurais jamais dû le choisir, ou je m'en veux, j'aurais pas dû réagir comme ça, ou enfin, il y a énormément de conflits internes avec soi-même, et évidemment beaucoup de colère envers l'autre. Il aurait dû travailler sur lui, il aurait dû se reprendre, et il y a le côté aussi, je me suis fait avoir, j'ai cru qu'il était comme ci, j'ai cru qu'il était comme ça, il me faisait des promesses et j'y croyais tellement. Enfin bref, chacune avec son histoire évidemment. Mais il y a toujours des conflits on est en colère, on est extrêmement en colère contre soi, contre les autres même, et contre le mari. Et parfois on est en colère contre ses parents, on se dit pourquoi ils nous ont pas prévenus, pourquoi ils nous ont pas plus guidés, ou les frères et sœurs, les proches, peu importe qui, mais il aurait dû me dire, mais et celle-là ou celle-ci, elle avait de la sagesse, pourquoi elle m'en a pas transmise? Ou on peut s'en vouloir soi-même parce qu'on a été prévenu, et ça c'est terrible aussi, quand on se dit mais on me l'avait dit. Ma mère, elle aimait pas ce type-là, elle me l'avait dit. Et pourtant, je suis allée droit dans le mur. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Et on a envie de se mettre des baffes. Et à quoi ça sert? En fait, là, faut lâcher prise. À quoi ça? Maintenant, c'est fait. Et pire que ça, je vais vous dire, mieux que ça. Pas pire que ça, mieux que ça. C'est qu'en fait, on avait besoin de passer par ce processus pour avancer et comprendre les leçons. Et parfois, le chemin, il est plein d'embûches et il est difficile. Mais il faut pas oublier, on est sur Terre pour grandir et évoluer. Et notre mère, elle aurait pu nous le dire 3000 fois, 1 million de fois même. On voulait le faire. On aurait dû le faire, sinon, si on l'avait pas fait, on aurait eu les nerfs toute notre vie contre notre mère, on se serait dit, j'ai loupé la chance de ma vie, ce type-là était parfait pour moi. Donc de toute façon, comme ci ou comme ça, on en aurait voulu à notre mère, déjà. Et deuxième chose qui est important à savoir aussi, c'est que pour grandir, on a besoin de passer par des étapes. Faut comprendre. Nous, on est tous là pour évoluer. J'ai envie de dire, au niveau de notre être, pour grandir, devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et on va traverser des épreuves. On aimerait pouvoir les éviter. On aimerait pouvoir slalomer entre les épreuves et tous les éviter. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que si on veut vraiment grandir, on est obligé de passer par certaines étapes. Donc on est obligé quoi? De se tromper parfois. Mais c'est pas une tromperie, genre c'est pas je me suis trompée, j'aurais dû faire autrement. Non, j'avais besoin de me prendre le mur pour comprendre que c'était un mur. Mais tant que je me l'étais pas pris, j'aurais eu l'espoir que c'en est pas un et ça aurait traîné dans ma tête. Et ça se trouve, de l'autre côté, je me serais fait mal de l'autre côté en fait. C'est ce qui m'a fait grandir. D'accord? Donc j'avais besoin de passer par là. Donc ça aussi, c'est des pensées qui peuvent vous aider à vous pardonner vous-même, à pardonner à ceux qui ne vous ont pas guidé, à vous dire je devais passer par là pour être une meilleure personne, pour être plus sage, pour être plus apaisée, pour mieux comprendre la vie, pour en fait mieux me confronter à la réalité de la vie aussi. D'accord? Donc, oui, Rava, je vous réponds après le cours, dès que je finis, parce que sinon je perds le fil, je réponds aux questions. Et vous pouvez les noter, les questions, je le fais après. Donc l'idée, c'est justement de savoir que chaque étape dans notre vie, elle est nécessaire pour notre avancement personnel en fait, pour notre développement personnel. Elle est nécessaire. Elle est bonne pour nous, peu importe laquelle, même quand elle fait mal. Et là encore, notre esprit est contre la douleur. Notre cerveau, il est conditionné à chercher à fuir la douleur pour ne pas souffrir. On n'aime pas souffrir, ça fait évidemment. C'est comme je sais pas, quand on amène notre enfant à faire la prise de sang et qu'il dit non, je veux pas. Oui, mais c'est nécessaire, c'est pour prendre le sang parce qu'on veut voir si t'as bien toutes les vitamines, si ton fer va bien, si... Ah non, mais on veut pas. L'enfant, il veut pas, il est conditionné pour ne pas souffrir, même si c'est pour le bien, il veut pas. Mais en fait, la souffrance, et surtout quand on s'en sert bien de la souffrance, elle est génératrice d'énormément de développement.
Elle est la source de notre, je vais me dire, notre poussée vers la vie. D'accord? On en a besoin pour avancer. Vraiment. C'est dur de se le dire, c'est dur, mais plus on le sait, et mieux on travaille en fait. Dans la vie, il y a 3 choses qu'on peut pas, on peut pas faire comme si ça n'y était pas. On peut pas les ignorer et on peut pas y échapper. Voilà, c'est surtout ça. On peut pas y échapper. La douleur, oui, il y aura de la douleur, quoi qu'il arrive. Il y a personne qui est sur cette terre et qui vous dira j'ai jamais souffert de ma vie. Non, à moins qu'il se mente à lui-même, c'est pas possible. Parce que grandir fait mal. Grandir fait mal, mais c'est pour le bien. Mais ça fait mal. Douleur, les incertitudes, parce que oui, il n'y a rien de certain. La seule chose qu'on est sûr, c'est qu'on va tous mourir un jour. Voilà, c'est la seule certitude qu'on a. Oui, c'est vachement réjouissant, je sais. J'étais là pour vous donner le moral, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est une certitude. C'est-à-dire que ça, c'est sûr, d'accord? Tout le reste est sûr. Rien du tout. Qu'on sera là dans une minute, qu'on sera là demain, rien n'est sûr. Que les gens qu'on aime nous aimeront toujours, c'est pas sûr. Qu'on s'aimera toujours, c'est pas sûr. On doit le travailler. Et la 3e chose, c'est le travail. On a tous du travail à donner dans cette vie, quoi qu'il arrive. Qu'on ait les moyens ou pas, parce qu'il y en a qui me disent « Ah, mais si j'étais à l'abri financièrement, ce serait tellement plus facile. » Pas forcément, parce que quoi qu'il arrive, qu'on ait les moyens, qu'on ait la santé, qu'on ait ce qu'on veut, c'est bien, ça aide, mais on aura tous un travail à faire sur nous-mêmes. Donc ces 3 choses-là, elles font partie de chaque être humain qui habite sur cette terre, d'accord? On parle des humains de la zone terrestre, d'accord? On passe tous ces 3 éléments-là. Ne vous imaginez pas qu'il y en a qui échappent à ça. Personne n'y échappe. Les plus grands, ils y échappent pas. D'ailleurs, les plus grands, on dit qu'ils ont encore plus de travail, d'accord? Parce qu'ils ont encore plus une grande responsabilité. Donc, quand on vit une période difficile comme le divorce, ok, on va pas y échapper et on est en plein dedans. On a besoin. On va avoir la douleur, on va avoir plein d'incertitudes, puisqu'on perd nos repères, puisqu'on perd ce qu'on connaissait, puisqu'on est désillusionné, parce que on se dit est-ce que je peux y croire encore à l'amour, est-ce que vraiment il y a des hommes bien sur cette terre après tout ce que j'ai vécu, est-ce que tout ça, ok. Et 3e chose, on va devoir travailler. On va devoir travailler sur nous, d'accord. Mais rassurez-vous, on passe tous par là, qu'on ait vécu un divorce ou pas, on passe tous par là, mais chacun avec des épreuves différentes. Alors, il y en a dans leur chemin, ça va être le divorce. Il y en a d'autres, ça va être autre chose. D'accord? Il y en a, ça va être le divorce et autre chose. Et il y en a, ça va être autre chose et pas le divorce. Bref, chacune a son package. D'accord? Donc déjà, on se comporte pas en se disant, ouais, regarde, celle-là, c'est bien mariée. Oh là là, son mari me fait rêver. J'aurais pas pu, moi, tomber sur un type comme ça. C'est pas possible. Ben non. Dans ton processus de vie, ça collait pas. Voilà, c'est comme ça. Faut déjà l'accepter. Ça aussi, l'acceptation, c'est très important. C'est primordial, d'ailleurs, pour pouvoir avancer et être résilient. L'acceptation. C'est ce que j'avais à vivre. Stop les regrets. Stop la culpabilité. Stop, j'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais fait, c'est ma faute, c'est pas ma faute, c'est sa faute, c'est la faute de lui. Stop. On prend la responsabilité. Là, on grandit déjà. Qu'est-ce que je peux faire pour que les choses ne se reproduisent pas? Qu'est-ce que je peux faire avancer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux, moi, faire avancer à mon niveau? Qu'est-ce que je dois, moi, travailler? Quel est le point important? Quels sont les points importants? Et pas se décourager. De toute façon, on est là pour avancer. On n'est pas là pour se reposer. D'accord? On aura toute l'éternité pour se reposer. Pour l'instant, on est vivant. Donc, c'est de l'action, la vie. D'accord? C'est de l'action et c'est de l'être. D'accord? C'est de l'émotion. Il faut l'accepter. On n'est pas dans le déni. On ne doit pas chercher à repousser sans arrêt la souffrance. C'est là qu'elle devient encore plus grande. On doit l'accepter, l'accueillir. Oui, vous pleurez, c'est normal. Ça fait partie du processus, acceptez-le. On est là, on le vit, on laisse cette douleur, cette souffrance s'évacuer. Et ensuite, on y croit. Même dans là, on est dans la zone la plus sombre, dans le tunnel le plus noir. Et même là, il va y avoir la lumière la plus grande. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que la lumière, quand on est déjà en pleine lumière, on la voit pas. Si on vous rajoute une lampe quand tout est déjà éclairé, quand en plein jour, vous allez même pas la remarquer, la lumière. Mais quand vous êtes dans le sombre, là, dans le noir, dans l'obscurité la plus totale, on vous met une petite bougie. Waouh! Vous avez l'impression déjà de, ça y est, vous n'avez plus peur. Il y a une bougie. Il y a une petite flamme. Elle est là. Et c'est celle-là qu'il faut chercher. Il faut tâtonner, il faut la retrouver. La petite flamme en vous qui vous dit, ça va aller. C'est que un passage à vide, certes, mais c'est un passage, ça va passer. Lui, ça n'a pas marché avec lui, c'est pas grave. Ça pourra marcher avec quelqu'un d'autre. Mais à condition que d'abord, j'apprenne à vivre moi-même bien, en harmonie avec moi-même. Que d'abord, je sente cette flamme en moi, que d'abord, je sente que je vaux quelque chose. Que j'ai une valeur. Oui, j'ai une valeur. Je ne suis pas réduit à néant parce que avec lui ça se passe mal. Enfin, ça s'est mal passé. Non.
j'ai une valeur. Et il a retrouvé cette valeur. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je veux pour moi? On se fixe des objectifs. On se fixe des objectifs et on se dit, ok, c'est ça mes objectifs, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Et même si, ah ouais, mais ça va me prendre du temps. Et alors, quelqu'un qui fait des études là pour devenir, j'en sais rien, médecin, avocat, peu importe, enfin, les références, architecte, j'en sais rien, même n'importe quel métier, esthétique, peu importe. Il y a des études à faire. Je deviens pas ce que j'ai envie d'être en 3 minutes. Il y a des diplômes à passer, il y a des examens à passer, il y a des choses à se rentrer dans la tête, il faut apprendre, des fois on dort pas des nuits, et on a un examen le lendemain, et il faut travailler. Bon, bah c'est pareil. Je veux devenir cette personne. Il va falloir que je sois patiente, mais que je sois persévérante. D'accord? Je dois, en fait, y croire et savoir que ça va mettre du temps, mais ce temps, il est plein d'espoir et il va m'amener à là où je veux aller. C'est pas un temps qui sert à rien. C'est pas un temps qui sert à rien. Et deuxième chose très importante, même si on vous dit oh, mais il faut arrêter de pleurer, oh, mais là ça fait 6 mois là quand même, t'exagères, mais relève-toi, bouge là, il y a des gens qui vivent des drames 10 fois pire, toi c'est un divorce, bon ok, mais ça va, d'abord tu devrais être soulagée, c'était vraiment une teigne ton mari, c'est bon là, remets-toi. Allô, 2 secondes, la personne elle n'est pas à votre place, donc on recadre. D'accord? Vous savez ce que vous vivez. Vous avez peut-être vécu l'enfer pendant votre mariage. Vous, maintenant, c'est très dur pour vous. Vous avez le droit de pleurer. On se détend là. Vous avez le droit. Bien sûr que vous devez être dans l'action, enfin, vous devez chercher à vous en sortir. Et en vrai, la personne qui vous dit ça, c'est par amour, hein. C'est parce qu'elle vous aime qu'elle vous dit ça. C'est pas qu'elle veut votre mal. Dafka, elle vous aime. Mais en fait, elle a mal de vous voir souffrir. Et elle sait pas se montrer empathique parce qu'elle a mal. Elle-même. D'accord? Mais en réalité, ce que vous avez besoin là, c'est qu'on vous comprenne, juste qu'on vous comprenne. Et dites-le à vos proches. En fait, c'est quoi? Je vais me relever. N'aie pas peur, je vais me relever. Laisse-moi tranquille. Donne-moi de l'affection si t'es capable. Si t'es pas capable, salut. Reviens quand tu seras capable. J'ai besoin qu'on me prenne dans les bras. J'ai besoin qu'on me dise que je suis une belle personne. Ouais, j'ai besoin qu'on le dise. J'ai besoin qu'on me dise qu'on croit en moi. J'ai besoin qu'on me rassure sur la vie. J'ai besoin de gens qui sont passés par là et qui vont bien maintenant et qui me disent que ça va. Et d'ailleurs, je vous conseille de chercher des gens comme ça, qui ont eu un divorce dans leur vie, et qui, même plus, d'ailleurs j'en ai vu plus, je vais vous raconter une histoire qui va vous faire du bien d'ailleurs, et qui l'ont vécu, et qui vont bien, et qui sont bien reconstruits, et qui pètent la forme, et qui font plein de choses qu'ils aiment, et qui se sont trouvés sur le chemin. Et plus on les fréquente, et mieux ça va. D'accord? Plus on les voit, et plus on est inspiré par eux. Et pas de jalousie, de l'inspiration. D'accord? On cherche à s'inspirer pour mieux avancer soi-même. D'accord? Non, je vais vous raconter une histoire sympathique que j'ai vue de mes yeux. Je vous assure que je crois, enfin, vraiment, faites-moi confiance. Je dis que si je l'avais pas vue, je ne sais pas si j'y aurais cru. C'était une patiente. Je crois que c'est d'ailleurs une de mes premières. Bref, je venais de faire une conférence sur, je crois que c'était le bien-être, quelque chose comme ça. Elle arrêtait pas de me poser des questions. Elle vient me voir en séance et elle me dit, écoutez, ça va pas du tout. J'ai divorcé 2 fois. J'ai eu des enfants, je crois qu'elle avait du premier mariage, pas du deuxième. Et là, je devais me remarier. Et j'étais sûre que c'était l'amour de ma vie, je l'avais vraiment, et elle me raconte l'histoire. Et en fait, malheureusement pour elle, vraiment horrible, il a décédé. Un soir, comme ça, ils se sont parlé au téléphone la veille. Le lendemain, il s'est pas réveillé. Donc terrible. Un drame pareil, vous dites, mais d'abord, bien sûr que je suis thérapeute et vous dites, c'est dur. C'est-à-dire là, c'est des épreuves. Déjà, 2 divorces, c'est pas facile. On va pas se mentir. Et le troisième chose, ouais, se dit, ça y est, je l'ai trouvé enfin et tout ça. Il décède. Alors là, c'est le pompon sur la cerise sur le gâteau, là. Sur la chantilly, on dit, non? Bon, bref. Et donc, bon, on parle, on avance, on travaille sur la résilience, on travaille sur l'optimisme, on travaille tout ça. Et bien sûr, d'abord, on laisse un temps pour qu'elle évacue. Évidemment, il y avait beaucoup à sortir. Et vous savez quoi? Alors, il y a un moment donné, elle a passé une phase, mais alors, plus que perte de repères, là. Elle a perdu tout en même temps. Son boulot, donc son fiancé avec qui elle devait se marier, de façon tragique et soudaine. Son boulot, d'un coup son boulot il la vire. Son appart parce qu'elle n'a plus d'argent pour payer l'appartement. Ses parents qui veulent pas forcément l'accueillir, qui eux-mêmes ont des problèmes de santé, bon, ils sont plutôt jeunes, c'est difficile, machin. Et elle se retrouve, alors elle arrive à trouver une petite location, d'une petite pièce, elle me dit c'est tout sombre, et elle me dit Myriam, vous ne croirez pas si je vous dis ça, mais moi, je garde une joie de vivre. Elle me dit, je sais pas, j'ai une nature comme ça, on a travaillé dessus, je me mets la musique chez moi, là, dans ma petite pièce, dans mon petit trou à rage, je mets la musique à fond et je danse, et je danse, et je danse, et je remercie. Et je dis merci HM pour ce que tu m'envoies, c'est que ça va me faire grandir, c'est qu'une étape dans ma vie, et je danse, et je sais que je vais tout récupérer, je sais que c'est qu'une passage, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi.
Et ben, vous me croirez ou non, je peux vous donner son numéro si vous voulez. Je lui ai dit une fois, il faut que je vous fasse témoigner une fois parce que c'est pas possible. Faut redonner d'espoir. Il y a besoin de gens comme vous pour donner espoir aux gens qui passent par là. Et ben, quelques mois plus tard, elle me dit, bah voilà, je me suis mise sur les réseaux, enfin, sur les comment dire, un truc comme Tinder à l'époque, je sais plus comment ça s'appelait, bref. Comment on appelle ça, là? Le mot, il m'échappe. L'application où on peut rencontrer des gens. Voilà. Meeting? Meeting? Je sais pas, le mot, il me vient pas. Mythique. Ah, mythique. Signe de rencontre, voilà. Ouais. Mythique. Merci. C'est là. Et donc, du coup, et donc, elle me dit quoi? Et donc, quelques mois plus tard, elle me dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, et je vous assure, moi, en tant que thérapeute, déjà, évidemment, je lui ai pas dit, elle était dans ma confiance, elle me dit, il est super, genre, il est extraordinaire. Et moi, dans ma tête, je me dis, j'espère que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Avec tout ce qu'elle a vécu, faut pas qu'elle se plante. Faut que ce soit un type bien. Donc, elle m'en parle, tout ça passe bien, et elle se marie. Elle se remarie, donc, pour la 3e fois. Alors, écoutez bien. Elle se remarie. Comme il avait déjà une maison en plein Jérusalem en plus, très jolie là, elle est partie habiter chez lui, donc elle retrouve une maison. Elle retrouve un travail, et le travail lui fournit la voiture, parce que c'était un peu long, bref. Donc elle avait le mari, la maison, la voiture, le travail, enfin tout est revenu comme elle avait dit, quoi. Incroyable, et elle est épanouie. Et donc moi je me disais, Baruch Hashem, et je veux voir aussi, des années après, comment ça se passe et tout ça. Et Baruch Hashem, là on est peut-être 5 ans après. Elle m'a dit, mais il est extraordinaire, c'est un homme de Torah, il me laisse mon temps, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va me prendre trop ma place, et c'était quelqu'un qui avait beaucoup travaillé sur l'autonomie affective, elle avait besoin de son petit temps pour elle, de se prendre ses petits déjeuners toute seule, et ben lui, il a respecté ça, il a compris ses besoins. Waouh, c'est extraordinaire en fait. Mais, en fait, c'est pas si extraordinaire. Je pense que vraiment l'idée, c'est qu'elle y a cru. Elle y a cru, et elle a bien vu ça comme une étape de sa vie, et même après le divorce. Et ah oui, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ses enfants lui parlaient même pas en plus. À l'époque où tout allait mal, même ses enfants lui parlaient plus. Et ben grâce à cet homme-là, avec qui il s'est remarié, il était tellement doux, c'était un ancien enseignant en fait. Et ben il savait comment parler aux enfants, il savait comment tourner les choses, ça. Il a fait en sorte qu'il se réconcilie avec ses enfants. Donc Baruch Hashem, le grand Baruch. Donc ce que je veux vous dire, c'est que oui, ça existe, et ça c'est un cas parmi tant d'autres. C'est un cas, voilà, waouh. Mais je connais d'autres personnes qui ont vécu j'ai envie de vous dire, des divorces et des remariages extraordinaires. Donc faut y croire. Mais ils ont donné un travail. Ils ont travaillé leur optimisme, ils ont travaillé leur joie de vivre, c'est vrai. Ils ont travaillé donc leur résilience, et ils ont travaillé ce qui n'allait pas, ils ont pardonné ce qui s'est passé. Ils ont compris ce qui a dysfonctionné dans l'ancien couple en fait. Ils se sont pas attribués tous les défauts du monde pour autant, hein. C'est-à-dire voilà, ça, j'aurais dû faire ça, à ça, j'aurais dû mieux communiquer. Et autre chose importante, c'est pas je me remarie, ça y est, le travail il est terminé. On a trouvé la personne, c'est bon. Non. Il n'y a pas de fin. Tant qu'on est vivant, il y a du boulot. C'est la bonne nouvelle. Comme je vous ai dit, il y a du travail et on n'y échappe pas, personne n'y échappe. Donc, même après le mariage, les personnes, elles continuent à travailler. Et je vous dirais même que la personne dont je vous ai parlé là, je vous ai raconté son histoire, et ben même elle continue à faire des séances, même si tout le reste va bien, mais il y a des choses à travailler. Oui, parce qu'on est là pour ça. D'accord? On est là pour avancer, évoluer, grandir. Et ce travail ne s'arrêtera jamais. Donc autant y prendre du plaisir. Parce que si on le fait comme un dur labeur, bah oui, la vie, ça va être donc une souffrance, un enfer en fait. Alors que si on le voit avec amour, ce travail, on se dit mais il est là pour me faire grandir, et grâce à ça je vais m'aimer encore plus, je vais être encore plus fière de moi, j'ai des objectifs, je sais que je dois arriver là, et je travaille ça, et plus j'avance dans mes objectifs, plus j'en découvre d'autres, et plus donc je grandis, et je m'épanouis, et je trouve ça magnifique, bah plus en fait le travail c'est plus... c'est un vrai plaisir, c'est un outil de mon épanouissement, c'est plus quelque chose qui m'écrase, qui m'enfonce, que c'est dur, que tout ça. La souffrance, je vous accorde, c'est difficile de s'y accorder quand on est en pleine crise, qu'on pleure, que tout ça, c'est difficile. Et c'est vrai, c'est quelque chose de très très dur. Mais même dans ces moments-là, il faut réussir à trouver la petite flamme. C'est-à-dire se dire, c'est une période, je suis dans mes pleurs, voilà, j'en ai eu des comme ça, je suis dans mes pleurs, mais je sais que ça va s'arranger. Je suis dans mes pleurs, j'ai mal, j'ai très mal, mais je sais que c'est une période. Je me définis pas selon cette période que je vis. Ça, c'est une période, c'est pas toute ma vie. C'est juste une période. Et j'ai besoin de la passer pour devenir une meilleure personne. Et d'ailleurs, souvent, quand on a vécu autant de souffrance, eh ben, on est très capable de comprendre les autres. On est capable après de redonner, et ça nous donne, et en fait, vraiment, une des choses que je remarque et que je suis convaincue personnellement, c'est que plus, bon, il y a eu des études, en fait, qui l'ont prouvé aussi, c'est pas moi qui le dis, mais, et même la Torah le dit, évidemment, on a été créé à l'image d'Hachem, on est des donneurs, de base. Hachem, c'est le plus grand des donneurs. On est aussi des donneurs. Et quand on donne, c'est là qu'on se sent vivant.
haine. Quand on donne, c'est là qu'on se sent vivant. Mais il faut avoir quelque chose à donner. Si on n'a rien vécu, qu'est-ce qu'on va avoir à donner? Il faut avoir passé soi-même des choses, et parfois très difficiles, et il faut avoir pleuré, et il faut avoir souffert, et il faut s'en être sorti pour avoir quelque chose à transmettre. Et quand on arrive à cette étape où on peut transmettre, on peut redonner et aider des gens qui ont vécu ce qu'on a vécu, mais c'est juste incroyable la sensation qu'on a. C'est la plus belle des brachas, c'est la plus belle des victoires. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais acheter avec de l'argent, parce que les Américains de génération, on parle beaucoup de ça, et le paraître, et la beauté, et l'argent, et les machins, et les finances, ah là là, et tout ça, et le statut social, et ce qu'on veut là, moi je vous le dis, ça, ch'touillade, mais mitzak baignade, comment dire, ça c'est des bêtises, ça c'est juste une apparence, ça c'est un leurre, c'est une grande illusion, ça ne rend pas heureux. Ça ne rend pas heureux, vous entendez? Ça ne rend pas heureux. Vous pouvez être célèbre, vous pouvez être beau, vous pouvez être intelligent, vous pouvez être magnifique, vous pouvez être riche à n'en plus finir et à plus savoir quoi faire de votre argent. Si vous n'avez pas travaillé sur vous et si vous n'avez pas quelque chose à retransmettre aux autres, le bonheur, pour moi, enfin, c'est même pas pour moi, c'est un fait, vous ne connaissez pas encore le bonheur. Pour le connaître, le bonheur, il faut avoir vécu quelque chose, même de difficile, et le retransmettre. Peu importe ce que c'est d'ailleurs, hein. Pas forcément que le divorce, évidemment, mais c'est de savoir se redonner quelque chose de soi-même, en fait. Et là, on sent quoi? Qu'on fait partie d'une grande chaîne et qu'on a une utilité sur cette terre. Le but final, finalement, enfin, s'il y en a un final, parce que ça s'arrête jamais, mais un des buts, c'est de le sentir que, en fait, on travaille pour quelqu'un plus haut, enfin, Hachem qui est plus haut, d'accord? Il nous a transmis un peu de lui, et nous, on est là et on transmet cette flamme. C'est le plus beau des cadeaux, ça. Et Hachem, il veut que ça. Qu'on le donne, qu'on redonne, qu'il y ait des gens qui redonnent, qui comprennent que la souffrance, c'est pas, Hachem, il veut pas nous écraser en nous envoyant, souvent j'entends ça. Oui, mais pourquoi Hachem, il m'a envoyé sur ma route? Et pourquoi j'ai dû tant souffrir? Et pourquoi, moi, je vois mes autres amis, c'est pas aussi dur pour elles? D'abord, on n'en sait rien, parce qu'il y a plein de gens qui sont experts dans mettre une belle façade, dans cacher ses apparences, dans cacher tout ce qu'il y a à l'intérieur, déjà. Mais en plus, voilà, on se dit, mais pourquoi? Mais en fait, c'est un cadeau qu'Hachem, il nous fait. Mais nous, on le sait pas. Parce que comme on souffre, on croit que c'est un poison. Mais en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau on doit savoir évidemment le travailler. Et c'est vrai. On doit savoir le travailler au corps pour mieux avancer et mieux redonner. Et à partir de là, on s'en sort grandi et on se sent bien. Et c'est là que la sérénité est au bout du chemin. Quand on redonne aux autres, et qu'on sent qu'on transmet, qu'on avance, enfin qu'on a avancé et que ça sert pas qu'à nous en fait, c'est pas que pour nous et notre petit individu, notre petite personne et même notre petite famille, notre microsome familial, non, ça sert à d'autres personnes. On tend la main et on a quelque chose à donner. Vraiment, il n'y a pas plus grande récompense. Voilà, il n'y a pas plus grande récompense que ça. Mais avant d'arriver à là, oui, on va devoir en baver. On va devoir en baver et même quand on en arrive à là, on aura encore des choses à apprendre et on aura encore des choses à transmettre. Mais ça nous grandit. Et c'est ça qu'on doit voir, en fait. C'est ça que dans notre état d'esprit, on doit visualiser, on doit fixer et on doit se dire, c'est une période. Ça ne me définit pas. Je ne vais pas rester éternellement dans cette situation. Mais ça dépend de moi. Ça ne dépend que de moi. Les gens autour sont là pour m'aider. Je peux un petit peu, des fois, m'appuyer quand c'est un peu plus dur ou quoi. J'ai le droit de temps en temps de manger une glace devant un film ou un cours de Torah. Voilà, j'ai le droit, de temps en temps. Mais je dois pas en faire une habitude de vie. Je dois chercher à m'en sortir aussi. Mais, comment vous dire? C'est comme si je dois réserver des moments où, oui, je vais pleurer, je vais vider mon sac et je vais pas être bien. Ou je peux même me dire 6 mois. Allez, j'ai le droit. Je me pardonne pour ça. J'ai le droit de souffrir. Ça fait partie du processus. Mais je sais qu'un jour, je vais me relever. J'ai confiance. Je vais me relever. Et quelque chose qui peut vous aider, c'est si vous avez déjà eu d'autres épreuves dans votre vie. Vous dire, mais ça, souvent, les proches arrivent à le faire, c'est de repérer les autres moments et dire, attends, mais de ça, tu t'es relevé, de ça, tu t'es relevé, de ça, tu t'es relevé. Alors, de ça aussi, tu vas te relever. Ça va, c'est, comme on dit en hébreu, katan alayr. Genre, c'est petit pour toi, ça, on vous dit. C'est-à-dire, tu vas y arriver. Alors, ça nous redonne des forces. On se dit, bah oui, si j'y suis arrivée à là, alors je peux bien arriver à là. Donc, de croire en soi et de croire en la vie. De pas se laisser manger par tous les hommes sont des mauvais, tous les hommes sont pourris. De toute façon, si je me remarie, je vais mal me remarier, donc autant rester seule. Donc non, je crois pas que je peux reconstruire. Donc ça, on travaille sur ces pensées et on se redirige vers l'espoir et on se redirige vers qui je suis moi, qu'est-ce que je veux moi. On se relie à soi, à nos besoins et
on cherche à se les donner, en fait, à se satisfaire, à se nourrir, j'ai envie de dire. On se remet des habitudes aussi. Très important. On se recadre. Je vais aller travailler de telle heure à telle heure. Je me retrouve bien sur un appartement. Je me meuble, je me fais un petit cocon de mon appartement. J'ai le droit d'exister. J'ai une femme là récemment qui m'a dit, mais moi, quand il n'y a pas mes enfants, les enfants une semaine sur deux, divorce très difficile. Et elle me dit, quand il n'y a pas mes enfants, mais je mange pas. Mais je me fais pas, mais même un œuf sur le plat, j'ai pas envie de me le faire. Je dis, mais comment ça? Je dis, mais quoi, vous avez pas besoin de manger, vous? Ah bah si, mais j'ai pas envie. Je dis, mais vous êtes où dans l'équation, en fait? Mais en fait, vous avez déjà été dans l'effacement de vous pendant près de 20 ans. Et maintenant que vous avez retrouvé votre liberté quand même, ok, il n'y a pas vos enfants. C'est sûr, c'est dur. Je dis pas, c'est très dur de devoir se priver de ses enfants une semaine sur deux. Quand on est hyper, enfin, même une maman, c'est dur. Mais vous êtes là quand même. Il y a vos enfants. Mais il y a vous. Et si vous donnez pas de l'amour, un minimum et du respect, bah, comment vous allez faire? C'est-à-dire, même vos enfants, ils vont sentir que vous vivez que à travers eux. C'est pas bon pour eux, en fait. Donc, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour eux. Levez-vous, faites-vous votre œuf au plat. Oui, commencez par un truc simple. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire des plats sophistiqués, mais mangez un repas équilibré. Et ça aussi, c'est important. 3 pôles importants aussi à savoir. C'est que c'est de savoir que pour se reconnecter à soi, on va passer par le corps. Hachem, il nous a donné un outil précieux, c'est notre corps. D'accord? On est une neshama, mais elle réside dans un corps. Prendre soin de son corps, c'est pas matérialiste, c'est pas pour la génération genre je vais être la mannequin là. Non, non. Déjà, enfin si vous voulez, oui, vous pouvez aussi, mais le but c'est pas de se mettre la pression, d'accord? Le but c'est juste d'abord de se reconnecter à nos besoins primaires. J'en ai une aussi, elle me disait, mais moi quand j'étais mariée, tellement son mari l'accaparait, il lui prenait tout son temps, la pauvre, elle rentrait, elle mangeait une gaufrette, tac, 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 elle courait, elle enlevait même pas son manteau et ses chaussures, et ben dans la pauvre, elle avait mal aux pieds, elle sentait même plus les douleurs, même les envies d'aller aux toilettes, elle les sentait pas, et elle était là à train de courir dans tous les sens tellement elle avait la pression, la pauvre. Et quand elle a divorcé, qu'il y avait plus ça, elle continuait dans ce mécanisme. Parce qu'en fait, notre cerveau, il continue dans certains mécanismes, même quand ils sont pas bons. Et des fois, on entend même la voix de l'ex-mari dans sa tête. Et on peut plus, on se dit, mais je suis pas avec lui, mais je le sens là. Je le sens tout le temps présent. Oui, parce qu'on a été conditionné. Et souvent, il y a une emprise aussi. Donc ça a soigné là encore. Là, ça se répare, ça se traite. Mais il faut aller faire la démarche de voir quelqu'un. Un professionnel qui vous aidera. Mais en tout cas, attendez, j'ai perdu le fil. L'idée, c'est que quand on est dans le... Mince. Ah oui, les besoins émotionnels et les besoins du corps. Oui, merci Léa. Je suis bien Léa. C'est super parce qu'en plus, je me sens pas seule là, parce que tout à l'heure, je me sentais d'un écran noir, là, vous m'avez sauvée. Alors, je disais, le besoin du corps, le besoin corporel. Quand on va et qu'on se fait des repas 3 fois par jour, et là, je rigole parce que je pense à elle, justement, une des personnes que je suivais qui disait, Baruch Hashem, elle s'est très bien remariée, d'ailleurs, pour la petite histoire, mais elle était très mal mariée au départ. Et elle me disait, mais quoi, c'est normal de manger 3 fois par jour? C'est comme ça que tout le monde fait, en fait? Quand je lui ai dit, allez, maintenant, on va faire un programme une routine de vie. Donc, on commence. Le matin, vous vous levez, bon, selon les enfants, l'école, on avait établi un programme. Et là, elle me dit, mais quoi, 3 fois par jour, je dois manger? Je lui ai dit, oui. Ah bon? Et genre, elle était choquée, hein. Genre, c'est drôle et c'est triste en même temps. C'est-à-dire, pour elle, tellement elle était dans un mauvais mécanisme de fonctionnement à donner aux autres, à courir dans tous les sens, elle avait les enfants petits, et le mari qui accapare et tout ça. Elle s'était totalement oubliée et elle en avait même pas conscience. Donc déjà, on commence par le corps. 3 fois par jour, oui, on mange. Vous pouvez même manger un peu plus, si vous voulez. D'accord? Vous pouvez même faire un petit goûter. Ça vous fera du bien. Vous mangez sainement, très important. Pas des bêtises, pas n'importe quoi. On se respecte. D'accord? C'est pas que je suis nutritionniste, j'ai rien à voir avec ça, mais ça fait partie de la psychologie humaine. C'est-à-dire, vous mangez des choses équilibrées, saines pour votre corps, ça va vous faire du bien à vous, en fait. Vous allez vous rendre compte que vous avez une valeur. C'est aussi ça qui nous reconnecte à notre valeur personnelle. Et en fait, plus on fait ça, et mieux on se sent. Donc, d'abord, on mange à des repas équilibrés, on fait du sport, une activité physique. Si vous n'avez pas les moyens, vous allez faire même de la marche 3 fois par semaine, 30 minutes, à chaque fois. Il y a des études qui ont prouvé que c'est aussi fort qu'un antidépresseur. Bon, pas le plus fort des antidépresseurs, d'accord, mais c'est un antidépresseur, d'accord, ça agit sur le cerveau. Donc on marche 30 minutes par jour. Si vous avez un vélo d'appartement, vous faites 30 minutes de vélo. Bref, vous cherchez un moyen de faire du sport. Si vous pouvez aller à la salle de sport, c'est le mieux parce que vous voyez du monde, et il y a un cadre, et il y a de la musique, c'est encadrant, et c'est très motivant et très inspirant de voir d'autres faire du sport. On se laisse pas décourager par les filles super bien, d'accord, super bien galbées, d'accord. Non, on se fixe sur je cherche à me sentir mieux. Et si ça vous perturbe trop, vous faites du vélo dans l'appartement, c'est pas grave. En tout cas, quoi qu'il arrive, on fait une activité physique, d'accord. Ensuite, on fait une activité physique, ça va nous reconnecter aussi à notre corps, ça va nous redonner confiance, ça va nous aérer le cerveau, c'est extraordinaire tout ce que le sport apporte.
à notre vitalité en fait. Parce que tout le but, c'est de retrouver la vitalité, notre essence de vie, notre flamme intérieure. D'accord? Donc, on fait du sport, on mange sainement, on dort bien, on fait attention à ses heures de sommeil. Alors là, vous allez me dire, oui, mais j'ai des insomnies parce que ça cogite, parce que ça... On regarde le cours sur les maîtriser les pensées négatives. Bon, là, il y a d'autres choses à apprendre après, mais je vous dis, quand on est cadré, enfin, quand on a un psy, en général, on apprend ça pour mieux dormir, pour gérer les insomnies, ainsi de suite. Et déjà, quand on a ces choses-là de faites, et après, il y a un autre élément, je vais vous en parler, mais déjà, quand on a ces choses-là de faites, on se sent beaucoup plus en phase avec soi. Je dis pas qu'on a tout réparé, hein, évidemment, mais c'est une étape qui va nous aider à nous reconnecter à nos propres besoins. L'autre élément important, c'est d'avoir des amis, des vrais amis, d'accord? Ça peut être aussi nos parents, hein, mais des gens qui nous comprennent, qui sont dans l'écoute, dans l'empathie, qui ont peut-être vécu la même chose, ou même s'ils n'ont pas vécu, ils sont dans l'empathie, ils savent écouter, ils savent se mettre à la place de l'autre, ils sont dans le respect de l'autre. Et de les voir souvent, de chercher à les voir, ces personnes-là. Pas des personnes qui vont nous pomper l'énergie, pas du tout. Des personnes, pas des gens qui nous plaignent toute la journée non plus. Non, des personnes saines d'esprit. Si vous en avez une ou deux dans l'entourage, vous cherchez à les voir au moins 2 fois par semaine. Ça va beaucoup vous faire du bien parce que l'humain a besoin du contact social. Ça nous ancre en fait. De savoir qu'il y a des gens qui croient en nous, il y a des gens qui comptent, il y a des gens qui nous aiment, ça nous aide. Ça voilà, c'est 3 éléments qui sont primordiaux pour vous reconnecter à vous-même. Ensuite, bien sûr, il y a la suite. C'est une fois que ça c'est bien établi, c'est évidemment de chercher à vous épanouir plus. Mais vous allez voir que de vous-même, vous aurez envie d'entreprendre des choses. Vous aurez envie de, par exemple, d'inviter le Shabbat, je sais pas. Vous aurez envie d'aller même de faire mieux dans votre carrière. Vous aurez envie. Il y a des choses qui vont ressurgir de vous. Vous allez vous dire mais j'avais perdu ça. Combien j'en ai vu qui m'ont dit mais j'étais en fait tellement étouffée par cette relation toxique, par ce mariage qui me bouffait mon énergie que en fait je sentais plus d'énergie. Et là en fait d'un coup il y a de l'énergie, oui on se sent en vie et on sent une énergie remonter là. Ça y est, là je suis bien, là ça va, là je suis bien, là je suis capable de faire face à la vie. Là ça y est, ma vision elle est en train de changer. Je suis pas en train de dire tout est noir, les gens sont mauvais. Non, d'un coup ça s'apaise, d'accord. Donc ce qui est important en fait c'est d'améliorer nos conditions de vie finalement. Et d'ancrer des bonnes habitudes. Et déjà, vous allez vous sentir mieux. Ensuite, évidemment, aller à des cours de Torah, encore une fois, essayer de chercher à rencontrer. Parce que des fois, on a tendance à s'isoler, à se renfermer sur soi-même. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Alors, je sais que des fois, on n'a pas envie aussi d'aller dans un endroit où on va se sentir jugé. Hein. Évidemment, c'est pas le but non plus. Mais essayer de chercher des endroits qui épanouissent, en fait. Ouais, et même si c'est aller avec une copine... faire une petite marche ensemble ou aller, je sais pas, visiter des musées, peu importe, des choses un peu que vous n'ayez pas l'habitude de faire avant. C'est de découvrir qui vous êtes vraiment. Donc, il faut explorer, d'accord? Il faut explorer. Aller, je sais pas, des concerts, des choses qui mettent de la joie. Et ça a l'air comme ça bête, où on dit, oh, j'ai pas besoin de ça. Si, on en a besoin. C'est dans notre état d'esprit. C'est ce qui va reconstruire, en fait, notre état d'esprit. Donc, patience, persévérance et beaucoup de croyances positives, beaucoup d'espoir en vous, d'espoir en la vie. Et Bezrat Hashem, vous verrez que petit à petit, le processus se fait et on pardonne aussi, et vous allez y arriver. Étape par étape. Et Bezrat Hashem, tout va se remettre en place d'une façon presque naturelle. Parce que quand nous, on se sent bien en place, les choses s'agencent directement. Tout se met en place naturellement. Et l'idée, c'est de chercher à soi-même de se mettre en place. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous a aidé, ça vous a donné des outils. Maintenant, je vais lire les questions. Merci, Madame Koskas, je ne vois pas le prénom. Recording stopped. Alors, les questions. Merci beaucoup sur ce sujet précieux et rare. Est-ce que ce sera en ligne après? Oui, ce sera en ligne sur l'association, sur le site OL Shmuel. Woman by OL Shmuel. Voilà. Ok, d'accord. J'ai une deuxième question. Alors, attends, c'est qu'il y en avait une plus haut. Je l'ai perdue. Ah mince. Pourquoi il monte trop vite mon truc? Alors, maintenant, non, ok, ça je l'ai. Pourquoi on l'a aimé purée? D'accord. Ouais, ça c'est très dur. Myriam, donc je lis la question. Je sais pas si vous la voyez ou si c'est que à moi. Myriam, quand tu as fait la chimio à ta fille toute seule et que il la récupère et quand elle est guérie et il casse tout ton travail. Alors, c'est-à-dire qu'il sabote tout, quoi. C'est-à-dire que, ouais, je comprends. C'est énervant. C'est sûr que c'est énervant. Mais on ne doit pas casser son équilibre pour autant. Je sais que c'est dur. Vous allez avoir envie de me dire, alors,
te rends compte de ce que je vis? Oui, je sais, c'est très très dur, je sais. Mais vous êtes obligé de garder votre, entre guillemets, votre sang-froid et vous dire, bah, au Hachem, je suis plus avec cette personne. Alors oui, il est encore dans votre vie, parce que c'est quand même le père de vos enfants. C'est sûr que c'est ça qui est douloureux, c'est ça qui est embêtant, c'est vrai. Mais peut-être que votre fille, ça va l'aider aussi à travailler sa résilience dès le plus jeune âge, en fait. Déjà parce qu'elle a vécu quelque chose de très difficile, si elle a vécu la chimio, mais en plus, enfin, et tout ce que la maladie comporte, mais en plus, elle vous avoue, et ça, c'est son plus beau cadeau, et vous devez lui apprendre, en fait, à la confiance en vous aussi. Si vous pensez que c'est lui qui sabote tout, il faut la renforcer sans arrêt. Et vous dire qu'elle sera capable, faites-lui confiance qu'elle sera capable de faire face et de ne pas rentrer dans son schéma à lui, en fait, sur son système. Alors, c'est toujours la même. Ouais, je me suis dit que c'est son tour, Hachem lui donne sa chance, mais comment j'ai les nerfs? Ah oui, le cadeau, j'ai plus mes enfants, c'est quoi le cadeau? Ah, alors, si vous n'avez plus vos enfants du tout, je connais pas la situation, c'est dur pour moi de vous répondre juste avec quelques lignes. Mais je dirais comme ça, voilà, ce qui me vient, et puis après, si vous voulez, on en parle en privé. Mais si vous avez plus vos enfants, c'est qu'Hachem, quelque part, il cherche à vous apprendre quelque chose. Peut-être, justement, comme j'ai dit après dans la suite du cours, à vous construire vous-même, même sans les enfants, en fait, à exister, pas que à travers les enfants. Peut-être que vous êtes une excellente maman, vous donnez tout pour vos enfants, mais que votre rôle aussi, c'est de vous donner à vous-même et d'exister vous aussi par vous-même. Et ensuite, les choses se mettront en place naturellement et peut-être que vous arriverez à récupérer vos enfants à ce moment-là. En fait, quand on a fini un certain travail avec soi, les choses s'ouvrent différemment, les choses avancent différemment et prennent un autre tournant auquel on ne s'attendait pas forcément. Voilà. Ah, voilà, il descend trop vite, désolé. Il fait semblant qu'il veut un retour, mais il fait rien, il me laisse traîner, c'est usant, mais il faut tenir bon. Alors, moi aussi, il fait comme si de rien. Alors, attendez, j'ai loupé une question ou quoi? Ah oui, j'ai loupé une question. Je me sens... Ah oui, donc il y a une grande discussion là, je vais passer sur tout. En tout cas, voilà, ça aussi c'est bien, de discuter entre femmes qui vivent la même chose, ça soulage énormément. On se sent beaucoup moins seul et c'est très important. On se soutient les unes les autres, ça aussi c'est très important. Donc je suis contente que là il y ait une interaction, au Hachem. Divorcé il y a quelques années, c'était un pervers narcissique qui a bien caché et joué son jeu, qui a cru faire un mariage de raison. Comment reconnaître ce type de personne? Alors là c'est tout le sujet d'un autre cours, Ruth. C'est que à moi, pardon. Je fais que à moi la question, je croyais que c'était sur tout le monde. En tout cas, c'est un sujet... comment reconnaître? J'ai fait un cours là-dessus. D'ailleurs, sur le site Woman by O.L. Shmuel, il y a le cours qui s'appelle Comment reconnaître un manipulateur. Et après, il y a la deuxième partie, comment faire face à un manipulateur. Donc, je vous invite à aller le regarder. Et Bezrat Hachem, j'espère que ça va vous aider. Comme moi aussi, Oui. On va dire aussi, si tu veux, qu'il y aura un autre humour sur le thème du divorce aussi par rapport aux enfants surtout. D'accord, ok. Alors, voilà, je te laisse le dire, non? Ouais. Enfin, tu l'as dit, quoi. Il y aura un autre cours sur comment gérer le divorce par rapport aux enfants. Comment faire avec les enfants, comment gérer. Bon, c'est un énorme sujet, hein, parce que d'abord, c'est au cas par cas, et parce qu'aussi, malheureusement, quand on divorce mal, d'un type en plus qui était vraiment, par exemple, dans le cas d'un manipulateur, d'un pervers narcissique ou quoi, évidemment, les choses sont extrêmement compliquées à gérer parce que, en fait, on continue. C'est-à-dire, même si nous, on est sortis de l'emprise, on a fait un travail, nos enfants continuent à l'être. Bon, je vais pas faire le cours maintenant, mais en gros, oui, c'est quelque chose de très compliqué et ça dépend de chacun. C'est-à-dire, on n'est pas toutes les personnes qui divorcent ne divorcent pas forcément d'un pervers narcissique. Ou Hachem. Donc, il y en a pour qui c'est, j'espère, oui, je le vois plus facile que d'autres, mais dans l'ensemble, ça reste difficile. Il faut avoir des outils. Exactement, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, je vois des discussions. Avec un PN, comment pardonner? Il veut tout le temps guerroyer. Je connaissais pas ce mot, mais intéressant. On a compris l'idée. Il veut tout le temps faire la guerre. Ouais, c'est très dur là aussi. Déjà, faut se construire soi. C'est la meilleure des revanches sur un pervers narcissique. Lui, il veut toujours évidemment prendre certainement l'emprise sur les enfants pour vous atteindre. En général, c'est ça. Il veut vous faire du mal à travers les enfants. Et ça vous fera, une partie de vous aura mal, mais il faut que l'autre partie travaille pour votre épanouissement, pour votre bien-être, et mettre un peu de côté
comment on va dire, ce qui se passe avec lui. Et plus en fait il va sentir que ça vous atteint pas, en vrai, et plus il aura plus de prise en fait sur vous, et plus normalement il lâchera. Oui, même un pervers narcissique peut parfois lâcher quand il sent vraiment que la personne en face, en fait, elle s'est transformée, elle devient super forte, elle est plus du tout la même que le jour où on s'est mariés, elle est plus manipulable, elle rentre plus dans son jeu. Bah là, ça change toute la donne en fait. Voilà, une phrase que j'ai entendue me tracasse. Il paraît que lorsqu'on divorce, je sais pas pourquoi il va en bas. Bah, je sais pas, j'ai juste descendu. Attendez, excusez-moi, je retrouve la question. Mince. Ah, non, ça je l'ai vu. Mince, j'ai commencé à lire la question, je me sens pas du tout. Pardon pour ce souci technique. Ah, il me traîner. Bon. Comment recevoir? Bon. Je retrouve pas la question, c'est trop bizarre. Elle était là et quand j'ai voulu descendre pour lire tout, je suis allée tout en bas en fait. Il paraît que lorsqu'on divorce, les anges pleurent. Moi, ça me perturbe de savoir que les anges ont pleuré. Ouais, je comprends. Bon, c'est vrai que les anges pleurent, mais quand on se remarie, les anges pleurent plus. Hein. Ils font la fête. Donc, justement, faut s'arranger pour que les anges ne pleurent plus. Et sachez que, bon, je comprends que c'est perturbant de savoir que les anges ont pleuré ou que le ciel a pleuré, que ça a causé de la tristesse, mais parce qu'en fait, peut-être le but n'était pas là. Le but n'était pas de divorcer à la base comme vous. Vous aussi, vous avez pleuré et vous aussi, vous vous attendiez pas à ça et vous aussi, vous vouliez que ça marche. Donc, en fait, les anges, c'est un peu le reflet de nous-mêmes aussi. Donc, ils pleurent comme nous on pleure, mais il faut travailler pour que justement, ils ressourient et même qu'ils refassent la fête. Voilà, faut pas se focaliser là-dessus en fait. Vraiment, faut pas se focaliser. Ils pleurent un temps, mais là aussi, c'est une période et ça va pas durer pour toujours. Alors, quand vous me dites, moi aussi, il fait comme si de rien, viens à la maison, va se faire un café comme si de rien, reste super optimiste, me livre un repas ou des fleurs, oui. Là, ça, c'est une méthode pour reconstruire, mais ça veut pas dire qu'il a travaillé sur lui. Donc, faut se méfier aussi. Des reconquêtes, des fausses reconquêtes et des faux travail sur soi. Si l'ex-mari, en fait, fait ça juste pour vous amadouer, vous devez être, justement, travailler, j'ai envie de dire même plus fort, même double, pour bien repérer s'il a vraiment changé ou si c'est une façade pour vous récupérer. Et il faut tenir bon. C'est vrai que ça demande énormément de force mentale, c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est important de se faire aider. Comment se reconstruire quand il refuse de donner le guet? Ouais, ça c'est extrêmement dur, mais c'est-à-dire vous devez vous dire, ok, le guet, je suis pas libérée de lui encore. Concrètement, c'est-à-dire je peux pas me reconstruire avec quelqu'un d'autre, mais je peux me construire moi. Ma partie à moi, je peux le faire. Donc je le fais. Je cherche ce qui me fait plaisir, je cherche ce qui me fait du bien, je profite de ma liberté. Enfin, je sais pas si vous habitez parce que parfois on est séparés, mais on n'a pas le guet quand même. Mais vous devez chercher à vraiment vous épanouir malgré tout cette partie-là de vous, on va dire. Et c'est là que ça s'ouvre. Encore une fois, c'est là que les portes s'ouvrent. Quand nous, on est serein avec soi. Évidemment, il faut se battre pour l'avoir, ce guet. Il faut vous faire aider de rabbinim, il faut vous faire aider de plein de choses. Mais de votre côté, ne focalisez pas non plus que sur ça. Vous vous dites, quand je devrais l'avoir, ce guet, je l'aurai. Pour l'instant, je m'occupe de moi. Voilà. Un peu lâcher prise, ne pas rester focalisé là-dessus parce que c'est ça qui va vous faire le plus de mal et vous détruire. Et c'est ce qu'il veut. C'est ça le truc. C'est exactement ce qu'il veut. Donc faut pas rentrer dans son jeu. Si le mazal était le mari qu'on a eu, comment être sûr que l'on peut avoir un autre mazal? Non, on dit qu'on a 7 mazal déjà. Donc soyez tranquille. Vous n'en avez pas qu'un. Donc avec lui ça n'a pas fonctionné, mais il y en aura d'autres avec qui ça peut fonctionner. Comment dépasser l'image du père dans les enfants et les aimer malgré la blessure? Ah, waouh. Oui, c'est une question importante. Ça, ouais. Oui, bon, alors, non, je me disais, on le fera aussi dans notre prochain cours, certainement, maintenant. Dépasser l'image du père dans les enfants et les aimer malgré la blessure. Déjà, faut faire son travail de pardon au père. À partir du moment où même le père, et oui, même si le père a été odieux, insupportable, ce que vous voulez, on peut le pardonner. Pas pour lui, pour vous libérer. À partir du moment où vous êtes dans le pardon envers l'ex-mari, eh bien, vous arrivez plus facilement à pardonner à vos enfants, enfin, à être plus détendu et sereine avec vos enfants. Et en fait, c'est faire la paix avec son passé. C'est dire, ok, c'est ce que je devais vivre et c'est ce que mes enfants ont dû récupérer.
je vais aussi, si vous voyez les défauts qu'il avait, les aider vos enfants à travailler sur ces défauts. Là, vous n'avez plus la même position. Avant, vous avez la position de femme. Donc, c'est plus dur vous étiez plus en mode, je dois subir, qu'est-ce que je peux faire s'il veut pas travailler sur lui? Tandis que là, vous êtes dans la mère. Vous êtes la mère. C'est complètement différent. La mère, elle peut aider ses enfants à se corriger. Mamache, elle peut réparer ça. Vous pouvez les aider, vous pouvez leur donner des outils, vous pourrez leur expliquer, ça n'a plus rien à voir. Vous êtes la mère, vous êtes ceux... En fait, la mère, c'est un peu, entre guillemets, si je pouvais prendre une image, nos enfants, c'est un peu comme la pâte à modeler. Et des fois, elle est dure, la pâte à modeler, attention. Et elle a elle-même ses blessures, ses packages qu'elle a reçus du père, de la mère, même, j'ai envie de dire, des ancêtres, les blessures, etc. Et nous, en tant que maman, en fait, en tant que parents, on doit essayer de modeler au maximum, de façon à ce que ce soit lisse, de façon à ce que ce soit beau, que ce soit propre, que ce soit net. Et l'idée, en fait, c'est de vous dire, là, j'ai plus la même position. Là, je peux encore les modeler, je peux travailler, je peux aller voir des psys, je peux prendre des outils pour les aider, je peux leur expliquer des choses, ça n'a plus rien à voir. D'accord? Donc ça peut vous aider à ne plus focaliser sur la blessure, mais vous dire, je suis là pour les aider à se réparer. Ils portent avec eux la blessure du père, le gros défaut du père ou les gros défauts, mais je peux les aider à surmonter ça, à ne pas rester dans ça, à les faire réaliser. Et ça, c'est un peu le tikkun, quoi. C'est vraiment la réparation, finalement. Et là, vous pourrez vous dire, vraiment, j'ai fait un divorce qui a réussi, finalement, parce que même le fruit de ce divorce-là, je l'ai embelli, finalement. Je l'ai nettoyé de tout ce qui pouvait être mauvais dans le fruit. Comment réagir lorsqu'il fait comme si de rien en venant à la maison? Est-ce que ça va sauter si je fais ça? Eh ben oui, ça va sauter. Mais oui, on discutait. Léa, attendez. Envie, magnifique, très sympa, merci. Attends, je sais même pas, je suis redescendue. Je sais pas ce qu'il a, il peut pas être trop bon endroit. Voilà, et je revois la question. Non. Excusez-moi. Merci de votre patience. Il y a des questions que j'arrive pas, je sais pas, dès que j'avance un peu, c'est fini. Alors. Comment réagir lorsqu'il fait de rien? Voilà. En venant à la maison, il fait comme s'il n'avait jamais quitté la maison et peut afficher un sourire comme si de rien. Donc quoi, il vient chez vous? Ah oui, il vient chez vous, j'imagine, vous avez dû garder la maison, il fait comme si de rien. Donc d'abord, ça, c'est son ego qui parle, il fait le fier, là, il fait le pan. Et il peut afficher un sourire comme si de rien, mais faites pareil, en fait. En fait, vous en fichez, en fait, c'est son histoire, ça, c'est sa vie, maintenant. D'abord, il n'a pas à venir chez vous comme ça, il doit attendre votre autorisation, ou même, c'est pas bon qu'il rentre comme ça si vous êtes divorcé. Il n'a pas à rentrer comme ça, en fait. Clairement, il n'a pas à rentrer comme ça. Et peu importe la tête qu'il fait, c'est pas votre problème, en fait. Ça lui appartient, ça. C'est terminé entre vous. Et vous, ce que vous devez focaliser maintenant, c'est sur votre reconstruction à vous. Lui, en fait, entre guillemets, d'accord, on me permettrait le terme, on s'en fiche. C'est son histoire, c'est pas la vôtre. D'accord? Laissez-le derrière, en fait. Et qu'il ne rentre pas chez vous. Et s'il faut vous aider d'un rave, ben, faites-le venir. Il n'a pas à rentrer chez vous comme ça. C'est important de se faire respecter aussi. Elle essaie de me parler tous les jours pour l'enfant et pour moi aussi. Comment je vais? Et tous les jours, la même chose, mais rien n'avance. Je suis en séparation avec Marie, j'ai un bébé de 2 ans et je ne sais plus quoi faire, si je dois reprendre ou divorcer. Alors là, clairement, la question que vous me posez, je ne peux pas vous y répondre comme ça. Je ne vous connais pas, je ne connais pas le contexte. Je ne peux pas, mais par contre, je vous invite fortement à consulter. Alors, moi, je consulte à distance par Zoom ou téléphone, si vous voulez, mais à part ça, il y a d'autres psys, évidemment. Mais il faut que vous ayez un avis extérieur et professionnel qui va vous aider à savoir où vous en êtes, parce qu'effectivement, dans la situation, on est complètement épouillé, c'est-à-dire embrouillé. On ne sait plus où on en est, et surtout si c'est quelqu'un qui s'est manipulé. On ne sait pas, peut-être que c'est quelqu'un de bien aussi, et qui veut vraiment se réparer. Il y a aussi ce genre de cas, au prochain. Mais si c'est pas le cas, faut que vous puissiez voir clair. Il faut qu'on vous aide, en fait, à nettoyer vos yeux pour pouvoir faire votre propre jugement. Alors, on parle souvent de pervers narcissiques, mais les passifs agressifs sabotent son perversion. C'est tout à fait vrai. Passif agressif aussi, ça a un gros problème. Ah non, mais il y a plein d'autres syndromes qui sabotent un mariage et qui gâchent le mariage, évidemment. Il n'y a pas que les pervers narcissiques. On en parle le plus parce que le pervers narcissique, c'est extrêmement cruel et c'est pervers, c'est cruel, c'est tout ce qu'on veut et ça détruit plus que tout. Mais attention, on peut aussi être détruit par un passif agressif aussi, évidemment. Alors, pour un remariage avec des enfants ados qui nous fait la vie amère et que des divorces souvent à cause des enfants du conjoint.
Allez, remariage. Donc là, on parle de famille recomposée. Bah là, je pense que ça, c'est encore un autre sujet. Je vais pas, parce que je peux pas tout aborder, mais ouais, il est bientôt 11h là chez nous. Je sais pas si vous êtes en France ou en Israël, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça, ce serait bien aussi, Elodie, je sais pas si vous êtes là, qu'on fasse aussi un sujet, parce que ça aussi, c'est d'actualité, sur les familles recomposées. Comment on gère les enfants de l'autre, comment on gère le rôle ingrat de belle-mère, comment on gère, enfin tout ça, c'est des sujets très très importants, et surtout au sein de la communauté où c'est un petit peu tabou quand même. On n'ose pas, ça se fait pas, non, il faut rester marié quoi qu'il arrive. Non, bah il faut être aussi en phase avec la réalité. Il y a des divorces, ça existe, et il y en a de plus en plus aussi, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, parce que c'est pas bon non plus de rester de s'enfermer dans un mariage si on n'est pas heureux. Et si vraiment on n'a pas le choix, eh ben il n'y a pas le choix. Mais c'est important de savoir comment se reconstruire aussi au niveau du mariage. Là, on était dans la phase plus après le divorce, d'accord? Mais après, comment on se remarie. Ouais. Ouais, et voilà, on a une question, comment surmonter le fait que c'est un sujet tabou dans la communauté juive encore maintenant? Ça, c'est aussi difficile, mais en fait, faut assumer. Faut soi-même assumer. Quand on vous dit, ah, t'es divorcée? Oui, je suis divorcée. T'as d'autres questions, sinon, à part ça? Genre, faut pas vous démonter, quoi. On se démonte pas, d'accord? Les gens qui se permettent de parler comme ça ou qui jugent, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que vous avez vécu, c'est qu'ils n'ont pas vécu le quart de ce que vous avez vécu, c'est que vous avez passé un grand tunnel sans que eux, ils sont encore derrière. Et ben, tant mieux, s'ils sont heureux et que tout va bien, tant mieux, va au prochain, mais ils ont pas à vous juger, ils ont aucun droit de vous juger. Peu importe qu'ils soient de votre communauté ou pas, j'ai envie de dire, d'accord? C'est un respect qu'ils doivent avoir. Et s'ils n'ont pas, et ben, à vous de vous faire respecter, d'accord? Mettre vos limites. Mais ne rentrez pas, vous, dans, oh là là, il m'a jugé, c'est, enfin, je sais pas comment dire, genre, vous êtes mal à l'aise, vous savez pas être mal à l'aise. Vous aussi, vous n'êtes pas heureuse d'avoir divorcé, c'est le comble, on devrait vous donner du réconfort, on vous juge. Non. Donc, ne rentrez pas dans ça. C'est-à-dire que la personne n'est pas consciente de ce que vous vivez, elle n'a pas le moindre idée de ce que vous vivez, donc ne cautionnez pas vous-même, en fait. D'accord? Il y a des gens qui vont vous comprendre, il y en a d'autres moins. Et c'est vrai que pour l'instant, peut-être, la majorité, en tout cas ceux que vous rencontrez peut-être, ils vous semblent pas comprendre. Donc c'est vrai que ça crée un petit décalage, je sais. Mais de l'autre côté, ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément raison. D'accord? C'est pas parce qu'on est en masse qu'on a raison. D'accord? Donc d'ailleurs c'est souvent le contraire. Mais vous laissez pas influencer en fait. Vous vous dites que bah ils savent pas et c'est tabou, bah ok, mais vous devez assumer en tout cas. Si eux c'est trop tabou pour eux, vous devez assumer en fait. Ah ouais, c'est une bonne question. Quel est le meilleur à faire ou voir pour se faire aider? Psychothérapeute, psychologue, hypnothérapeute, PNL, MDR. Ouais, il y a plein de méthodes. Mais en fait, sachez que maintenant, un psychothérapeute fait souvent aussi de l'hypnothérapie, de la PNL, tout ça. Il y en a qui font aussi d'autres. C'est des outils, tout ça. En fait, l'hypnothérapie, la PNL, le MDR, c'est des outils qu'il est bon de se servir en psychothérapie, justement. Donc, et le psychologue fait des psychothérapies aussi, vous voyez. Donc, moi, je dis, ce qui est bon, c'est de voir, de faire d'être suivi par quelqu'un déjà avec qui on se sent bien en confiance, avec qui on a entendu des bonnes choses, où on a vu que la personne, elle a déjà aidé des gens autour de nous, et on a vu que Bémet, ça fait du bien. Enfin, on a comme des témoignages de cette personne que elle est bien dans son domaine. Et surtout, le contact est très important aussi. Est-ce qu'on se sent comprise par elle? Est-ce que on la voit, on sent qu'il y a quelque chose qui passe? Ça aussi, c'est très important. Voilà. Oui. Oui. J'ai deux questions, s'il te plaît. Oui. Parfois, on s'idéalise le divorce car on est malheureux en couple, mais au final, comment savoir ce qui est le mieux pour nous? Alors, quoi, le divorce? On fidélise, comment t'as dit? Pardon? Idéalise. Ah, on s'idéalise le divorce. Ouais, attends, excuse-moi. À mon avis, on s'imagine de divorcer parce qu'on est malheureux en couple. Ouais. Mais au final, comment savoir si c'est ce qui est le mieux pour nous? Ah oui, comment prendre sa décision? Donc là, on n'est pas encore dans le divorce. Tu sais, des fois, tant que t'as pas divorcé, c'est pas vrai. Bah oui. Comme Ouais. c'est un peu le tsunami, t'es sûr qu'en divorçant, bon, ça va pas être idéal. Non. Mais tu crois que ça va être... Ouais, que ça va être mieux, ouais. Tout à fait. Ouais, comment savoir en fait si c'est le moment de divorcer ou pas en fait. En fait, c'est un peu ça. Le divorcer ou de rester marié. De rester marié, voilà. Ouais, ça aussi, c'est un dur choix. Et en fait, faut si on pouvait entre guillemets mettre une règle, bien qu'il n'y en a pas vraiment, mais c'est de se dire d'abord, est-ce qu'on est tous les deux prêts à travailler pour notre couple? Est-ce que je suis la seule à travailler dans ce couple? Est-ce que on est ou non, on est tous les deux à travailler? Quand on est deux à travailler, déjà, il y a beaucoup d'espoir. C'est-à-dire que on peut, si lui, il est prêt à aller voir un psy, s'il est prêt à faire des thérapies, si on est prêts tous les deux à travailler, normalement, c'est pas le moment de divorcer. En tout cas, et les attachants que ce soit jamais le moment. Mais ça veut dire qu'il y a espoir. En tout cas, c'est pas le moment de partir. C'est difficile, mais c'est parce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait.
Ensuite, si vraiment on sent que l'autre, que nous on est prêt à travailler, mais que l'autre il est pas prêt, alors faut aller même faire ce travail seul. C'est pas grave, on peut tenter. Vraiment, en fait, j'ai envie de dire, je sais pas où la personne qui pose cette question en est en ce moment dans sa vie, mais ce qui est important, c'est de se dire, en fait, le moment vraiment où on se dit, j'ai plus le choix, faut partir, c'est quand on a vraiment la sensation d'avoir tout, mais vraiment tout essayé, et qu'il n'y a rien qui a marché. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose en soi. D'ailleurs, j'ai une patiente qui m'avait dit ça. Elle m'a dit, au bout de 23 ans de mariage, j'ai divorcé. Elle m'a dit, elle est partie voir des grands rabbinim, vraiment, je vais pas vous les dire quoi. Ils lui ont dit, mais non, ne divorce pas, ça va être pire quand tu vas divorcer, tu te rends pas compte, tata. Elle a dit, c'est pas toi qui es avec moi dans la maison. En fait, dans sa tête, elle lui a pas dit ça, hein, par respect, bien sûr, mais elle m'a raconté, elle me dit, mais je me suis dit, mais il vit pas avec moi, dans ma maison, dans ma chambre, dans tout ce que je vis, dans toutes les blessures que mon mari me fait. 23 ans, j'ai tout essayé, j'ai fait des thérapies, on a fait des thérapies de couple. Genre, il était prêt à en faire. J'ai tout essayé. Et au bout d'un moment, j'ai senti en moi, ça y est, là, je comprends, je peux plus, et j'obtiendrai rien, et ça va toujours rester comme ça. Je peux pas. Elle a divorcé, elle s'est remariée, et elle est, jusqu'à maintenant, elle est convaincue elle sait qu'elle a bien fait. Elle se dit, j'ai tout essayé. Je suis mariée, elle me dit, je me suis mariée et j'ai divorcé, j'ai fait un divorce propre. Le jour où j'ai divorcé, j'ai vécu un soulagement. J'ai ouvert les yeux le premier jour où il était pas à côté de moi, j'ai dit, je suis tranquille. Et pourquoi? Parce qu'elle a dit, j'ai fait tout le travail. J'ai pas, laissé quelque chose au doute. J'ai tout essayé. Et là, je l'ai senti en moi-même quand les plus grands rabbinim m'ont dit, non, faut pas divorcer, ça va être pire. Parce qu'il y a des rabbinim qui veulent évidemment pas, d'abord pour la communauté, mais aussi parce qu'ils disent, mais il boit pas, il fume pas, il se drogue pas, il joue pas, il trompe pas. Ben, tu restes. Non mais moi je suis malheureuse en fait. Et ça, il y a que moi qui peux l'évaluer en réalité. Mais pour que moi je puisse me donner en fait ce droit, il faut aussi que je me dise, j'ai tout essayé, je vois vraiment qu'il y a rien qui a marché. Là, on se sentira libre en fait. Là, on se dira, ok, je peux prendre ma décision. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'on peut se donner le droit de partir en toute honnêteté, légitimité. Voilà, c'est le mot, en toute légitimité. Donc si, madame, vous vous sentez que vous avez vraiment tout essayé et qu'il n'y a rien qui a marché, normalement, même en vous, vous allez sentir, ça y est, je peux plus. J'ai tout fait. Stop. Genre, même vous, il y a un moment, c'est, je peux plus. Mais si il y a encore une part d'espoir, s'il y a encore une part qui n'a pas encore été faite, j'ai envie de vous dire, faites-le parce que même pour le divorce, vous vivrez mieux. Si jamais il y a divorce, évidemment, on le souhaite pas, mais si jamais il y a divorce, ce sera pas le même divorce. Ça n'aura rien à voir, parce que vous serez propre, comme cette femme qui raconte, que je vous ai raconté son témoignage. Voilà. Élodie, tu m'as dit, il y a une autre question. Vous dites de nous concentrer sur nous-mêmes, mais il y a aussi des enfants qui ont besoin de nous. Tout à fait. Nous mettre à la fois sur deux terrains. Ouais. C'est souvent la question qu'on me pose, ça. Ouais. Et ben en fait, finalement, on peut pas et on peut être sur des terrains. Bon, évidemment, ça dépend de l'âge des enfants, c'est certain. C'est certain. Il y a une période, par exemple, si les enfants sont tout petits, où on va devoir beaucoup donner aux enfants pour réparer les blessures, parce que c'est un choc émotionnel pour eux, parce que il y a une séparation assez très dure, et effectivement. Mais on est obligé de se mettre une petite part quand même pour soi, pour pouvoir mieux leur donner. Pour pouvoir, si nous on va mal et qu'on est là écroulé, tout ça devant les enfants, ils vont pas être bien. Les enfants, en fait, tout leur monde, il s'arrête à papa et maman. Enfin, il y a les grands-parents, il y a tout ce qu'on veut, d'accord. Mais leur monde, c'est papa et maman. Donc si je vis avec maman maintenant et que maman elle est écroulée sur le canapé comme une baleine échouée et qu'elle veut plus parler, je vais pas être bien. Donc j'ai une responsabilité vis-à-vis de moi-même pour mes enfants. C'est un peu comme, je donne souvent cet exemple, mais vous êtes dans l'avion, d'accord, avec vos enfants. Et Loël et nous, ils vous disent attention, mettre les masques d'oxygène, turbulence dans le vol. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le masque à vos enfants d'abord ou à vous? Je sais. Vous allez dire non, mes enfants d'abord, mes enfants d'abord. Bah ouais, mais non, parce que si vous mettez à vos enfants d'abord et que vous après il n'y a pas assez d'air et vous mourrez, vous n'allez pas pouvoir vous occuper d'eux. Et il y en a un peut-être vous n'aurez pas le temps de lui mettre. D'abord faut vite que vous le mettre et après vous le mettez vite à vos enfants. Et là vous serez là pour eux en fait. C'est comme ça que vous pourrez les sauver. D'accord? Et les enfants sont dépendants de vous. Donc si vous allez mal, ils vont mal. Si vous allez bien, ils vont bien. Donc faut réussir à faire une part des choses, et même les enfants ça les équilibre. De dire mes amours, je suis là pour vous, je vous aime. Mais maman là, elle voit une copine, vous allez la laisser, je suis dans le salon, je suis à côté, mais je vais boire un thé avec une copine, elle va venir à la maison et on va parler sport. Et ça fait du bien. Même l'enfant ça l'équilibre de savoir que sa maman, elle va faire du sport, elle se laisse pas aller, elle affronte la vie en fait. Elle assume, elle affronte, elle est là, c'est une battante. Ça leur fait énormément de bien aux enfants. Ne pensez pas que vous les délaissez, genre culpabilité, non mais j'ai pas le droit, ils sont là mes enfants, ils ont besoin de moi, ils ont besoin de vous, oui, mais en bonne santé. Donc, oui, allez faire du sport, oui, voyez une copine qui vous fait du bien, oui, préparez-vous à manger. Ils veulent voir ça, les enfants. Ils en ont besoin, c'est vital, en fait. Voilà. Voilà. J'ai bien répondu aux questions, là. C'est bon, Élodie? Super, merci beaucoup, Myriam. Avec plaisir.
Merci beaucoup à vous toutes d'avoir été avec nous, aussi nombreuses. Merci beaucoup Myriam pour Avec plaisir. cette conférence enrichissante. Avec plaisir. Enfin, sur partage de questions-réponses. Voilà. Avec N'oubliez pas de plaisir. prier ce soir. Oui. La Iloula Tava Salé, tous les choix de Bezrat Hashem. Amen. Amen, amen. Ah, et juste une chose aussi, je peux parler du groupe des mots sur les mots? Merci, ça prend 1 minute. Juste pour vous dire, si vous avez des questions que vous voulez poser ou que vous voulez pas que tout le monde voit quoi, j'ai un groupe qui s'appelle Des mots sur les mots, où on pose des questions en privé et j'y réponds de façon anonyme sur le groupe. Ça concerne l'épanouissement personnel, le couple, l'éducation, le divorce aussi bien sûr, peu importe le sujet. C'est pas une thérapie, mais ça permet d'avoir quelques outils de temps en temps pour refaire face. Voilà. Ah oui, alors donc mon numéro, je sais pas si je vous l'écris là, et ah oui, mais il va finir le Zoom. Je sais pas, je le mets là, ou sinon vous pouvez le demander à Elodie, parce que vous m'envoyez un message et je vous enverrai le lien du groupe. C'est sur WhatsApp. Alors attends. Ou alors je vous l'écris. Je vous l'écris. Okay. Non, dites-moi. Qui a dit qu'on n'a pas répondu à ces questions. Ah. Bah là aussi. J'en ai peut-être. Ouais. J'ai tellement de questions que je sais plus où mettre la tête. Ah d'accord. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est que justement, je sais pas comment dire, je réponds sur le groupe ou je sais pas. Non, non, parce qu'en plus ça, je les retrouve même plus. Ça va c'est à toi aussi. Ah moi aussi, quand je monte et tout, je sais que j'en loupe, mais voilà, j'ai mis. Ah, j'ai envoyé que à une personne, on dirait. Attendez, je voulais mettre à tout le monde. Je renvoie mon numéro. Voilà, et vous pouvez m'envoyer un message. Et là, alors sur le groupe, j'y réponds aux questions. Bon, évidemment, je vais pas tout répondre d'un coup. Des fois, je suis en consultation, je réponds des fois dans la semaine. Faut être patiente, mais je réponds. Et voilà, là, vous pouvez rejoindre le groupe avec ce numéro. Vous m'envoyez un message, quoi. Et si vous avez des questions ce soir et qu'on n'a pas eu le temps d'y répondre, et parce que comme l'a dit Elodie très bien, on pourrait passer la nuit en fait là-dessus. C'est normal, il y a beaucoup, c'est légitime, il y a beaucoup de choses à dire. Vous pouvez m'envoyer les questions et j'y répondrai avec plaisir. Même si j'y réponds pas dans la minute, vous en faites pas, je vais y répondre Bezrat Hashem. D'accord. Et vous pouvez me faire des rappels si vous voyez, des fois c'est vrai que ça tombe en bas. Voilà, n'hésitez pas. Je suis là. Ah, vous me dictez le numéro? D'accord. Alors, 052, bon, pour celles qui sont en France, plus 972, 52, 693, 69, 29. Donc, 052, 693, 69, 29. Voilà. Merci encore à Elodie. Merci beaucoup à toi, Myriam. Merci beaucoup à vous tous. Oui. Bonne soirée. Shabbat shalom. Shabbat shalom. À bientôt. Au revoir.